Bonjour à tous, vous écoutez le 57e entretien rivarolien, l'entretien d'octobre 2023. Le mois d'octobre, appelons à nous le mois du rosaire et des saints anges. Ici Florian Rouanet, votre serviteur, et je suis en présence du directeur de publication de Rivarol, Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver après une longue pause. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y aura encore beaucoup de vidéos parce qu'on va en parler, la répression ne cesse de s'aggraver, donc je ne sais pas combien de temps je resterai en liberté encore, mais enfin, vous aurez encore en principe cette vidéo. Voilà. Sur YouTube et sur Odyssée, j'espère sur YouTube qu'elle demeurera, qui sait, et sur Odyssée, voilà. Oui, suite à cette longue absence, en effet, nous revenons avec des sujets riches. Il y a du pain sur la planche, oui. Donc, vous en aurez, j'espère, pour votre argent. J'espère. La vidéo est gratuite. Oui. Donc, onglet onglet répression, pour commencer. Oui. Donc, ça va être un grand onglet. Nous pouvons commencer peut-être par un thème intéressant qui est celui de Vincent Renoir, qui est toujours en détention en Écosse. Donc, que pouvez-vous nous dire des dernières nouvelles? Très volontiers. C'est un sujet qu'on aborde depuis maintenant plusieurs mois, puisque vous savez qu'il avait été arrêté le 10 novembre 2022 dans la modeste chambre d'hôte qu'il occupait à Anstruthers, sur la côte est de l'Écosse, près de la ville de Saint-Andrew. Révise la géographie, toi. Voilà, côte est. Bon, eh bien, à 5 h du matin, 6 policiers étaient venus le chercher. Vous savez qu'il avait déjà fui un an plus tôt, puisque le 25 avril 2021, 2 policiers, cette fois-ci dans 6, ils sont multipliés par 3, eh bien, étaient allés le chercher dans l'appartement du Grand Londres qu'il occupait, et il avait réussi à leur fausser compagnie puisque dans cet appartement, dans cet immeuble, il y avait une cour arrière, et donc quand il a vu que c'était des policiers, bon, il les saluait, ils lui ont dit où est Vincent Renoir, il a fait croire qu'il était parti, et il a refermé la porte, qui ne s'ouvrait pas de l'extérieur, et donc il a eu le temps que les policiers se rendent compte de leur bévue et arrivent à l'ouvrir, il a eu le temps de prendre quelques effets personnels, quelques affaires, dont une clé USB pour continuer son livre sur Oradour, qu'il a pu terminer juste à temps, en quelque sorte, là, et puis après il a couru leur a faussé compagnie, et puis il a téléphoné, parce qu'il avait prévu un deuxième téléphone de secours, de manière très ingénieuse, et donc les amis sont venus le chercher en voiture. Après il y a eu toute une série d'aventures un peu rocambolesques, parce qu'il s'est retrouvé dans une forme de squat à un moment donné, ou en tous les cas de quelque chose qui s'apparentait à ça. Il a été menacé par un SDF qui avait compris qu'il fouillait plus ou moins la police, etc. Bon, enfin des choses assez étranges, et finalement il a réussi, parce qu'il a, comment dirais-je, beaucoup de ressources, et bien, voyant une petite annonce sur un journal britannique en Écosse, qui avait une chambre d'hôte qui, en quelque manière, pouvait être louée, et donc il a pris le bus jusque-là, et donc il a réussi à aller dans cette chambre d'hôte. Alors le gérant était un peu surpris qu'il paye toujours en liquide, en espèces, etc., et il a évidemment utilisé un nom d'emprunt en quelque sorte, voilà, par sécurité, mais je veux dire que c'est un petit peu particulier pour être allé le visiter une fois, puisque ce gérant un petit peu pittoresque en quelque sorte entassait dans une salle complètement pleine des bouteilles de bière vides. Ah, voilà, mais on ne pouvait pas rentrer dans une pièce, c'était impressionnant ce qu'il faisait, je crois qu'il vous noyait un chagrin, je crois, personnel ou familial, voilà, donc voilà, et il y avait un petit peu de tout, il y avait un petit peu tout dans cette maison d'hôtes, des naufragés de la vie, qui sont plus nombreux qu'on ne croit, notre société déstructurée, enfin des gens aussi intéressants finalement. Oui, aussi, ils peuvent être charmants, voilà, tout à fait, moins supportables que la télé. Vincent, s'il y est plus, il faut dire que lui il se plaît partout, ça qui est merveilleux, parce que comme il l'explique souvent, le bonheur il est d'abord intérieur finalement, c'est vrai, voilà. Là il aura fait Tintin. Quand même, oui. Et donc finalement, bon, le 10 novembre, la police est allée chercher à 6 voitures, comme si c'était un dangereux terroriste. Et donc là, ça va faire un an qu'il est en prison à Édimbourg. Et alors, le 21 septembre, il devait y avoir une décision. Il y a eu un procès pour l'extradition. Et le jugement aura lieu le 12 octobre. Mais on sait de toute façon qu'il ne sortira pas le 12 octobre, quelle que soit la décision, parce que l'appel est suspensif. Que si le juge refuse l'extradition, évidemment le procureur fera appel, et si en revanche, eh bien, l'extradition est accordée par le juge, eh bien dans ce cas-là, c'est Vincent via ses avocats qui fera appel. Donc ses avocats lui ont expliqué qu'il sera au moins jusqu'en janvier ou février 2024 à Édimbourg, à la prison, donc il passera un nouveau Noël
et un nouveau jour de l'an, encore à la prison d'Édimbourg. Alors je dois dire que dans le procès, ils ont inventé pour essayer de faire en sorte qu'il soit extradé, alors même, je le répète, qu'il n'y a pas de loi anti-révisionniste au Royaume-Uni. Ils ont trouvé, ils ont sorti en quelque sorte de leur sac, si j'ose dire, un nouvel élément, ces vidéos. Parce que vous savez que bon, il a déjà purgé sa peine totalement pour la condamnation d'un an de prison ferme qu'il avait écopé en 2015 par la cour d'appel de Caen. Hein, pour une vidéo révisionniste, aujourd'hui d'ailleurs disparue, supprimée. Et donc il a fait 1 an et 9 mois en France. Enfin c'était comme ça jusqu'en 2022. Donc il a fait ses 9 mois. Et donc là, la France, en mars dernier, avait lancé un 2e mandat d'arrêt contre lui avec 8 nouvelles affaires, 8 nouvelles infractions. Et donc c'est pour ces 8 nouvelles infractions que les juges écossais, alors il n'y a qu'un juge qui décide en première instance, 3 en appel, donc les juges écossais qui devront décider si oui ou non il doit être extradé. Alors évidemment il faut essayer de prouver qu'il y a des crimes de haine. Hein. Parce que c'est uniquement du révisionnisme, au sens strict, théoriquement il ne peut pas être extradé puisque ce n'est pas illégal au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Donc ils essayent de trouver des entourloupes pour l'extrader quand même. Et donc, ils ont trouvé trouble à l'ordre public, violation de la paix. Ce qui rappelle, rappelez-vous, le livre de Maurice Bardèche, Nuremberg ou la terre promise, où on avait accusé à Nuremberg les dirigeants nationaux-socialistes d'avoir fait un complot contre la paix. Hein, voilà. Donc on reprend un petit peu ces éléments-là. Donc tout est bon en quelque sorte pour essayer, vous connaissez l'adage, hein, qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Bon, eh bien là, pour Vincent, tout est bon pour essayer de l'extrader vers la France. Donc on verra bien, mais je ne pense pas qu'on aura a priori une décision définitive et exécutoire avant janvier ou février 2024. Donc c'est long, c'est-à-dire qu'il aura purgé plus d'1 an, peut-être pas loin d'1 an et demi, en prison à Édimbourg. Je ne sais pas combien il lui restera à faire en France, mais voyez que s'agissant de la liberté en histoire, de la liberté de recherche, d'expression, de publication, voilà où on en est. Hein, voilà. Et donc, il faut savoir que tout cela est piloté par l'Office français de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, hein, qui est présidé par le général de gendarmerie Philippe Rélan. Hein, voilà. Voilà. Donc, bon, voilà, crime de haine. Avant c'était crime contre l'humanité, mais depuis quelques années ils ont ajouté crime de haine. Quoi. C'est contre nous, hein, les crimes de haine. Hein, ouais. Oui, c'est contre autre chose. Ouais. C'est tout ce qui ne va pas dans le sens de la vulgate et dans le sens d'un certain nombre d'associations. Voilà. En effet. Donc dans l'onglet répression, vous avez aussi Dieudonné ses spectacles qui ont été de nouveau interdits. Oui, alors là, Dieudonné, c'est assez impressionnant parce que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a interdit coup sur coup 3 spectacles successifs de Dieudonné, Foutu pour Foutu, Dieudonné sous bracelet et La cage aux fous. 3. Et donc les tout derniers, oui, les plus récents. Oui, les plus récents, mais c'est pas simplement à Paris, puisque sur ordre du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a pondu une circulaire le 9 août 2023, qui est assez voisine de la circulaire qu'avait prise Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, le 6 janvier 2014. Retiens bien les dates, je vais interroger tout de suite après. Bon. Voilà. Bon. Donc le 9 août... Le spectacle mur, c'était ça ou... Alors attention, oui c'est ça. Donc il y avait d'abord Valls le 6 janvier, et 3 jours plus tard, le 9 janvier 2014, c'est le Conseil d'État, c'était Bernard Stirn, frère d'Olivier Stirn, ministre école socialiste, et surtout arrière-petit-neveu du capitaine Dreyfus. Hein, voilà, faut le savoir. Donc l'histoire continue. Qui s'était appuyé sur une jurisprudence relative au lancer de nains. Voilà. Compétition à laquelle curieusement on n'avait pas invité. Donc ça a été considéré comme une atteinte à la dignité humaine et finalement en quelque manière donc on a utilisé ça en disant que finalement c'était comme les lâchers de nains dans des spectacles de cirque, etc., de s'en prendre à certaines communautés, on sait laquelle, dans les spectacles de Dieudonné, une atteinte à la dignité humaine. Donc le spectacle avait été interdit de manière préventive, ce qui était un renversement total de toute la jurisprudence de justice administrative relativement à un spectacle. Voilà. Qu'est-ce que l'on ne fait pas depuis... Voilà, exactement. Alors là, c'est encore pire que Valls, finalement, puisque là, c'est la France entière. Alors, c'est tous les préfets, donc Darmanin avait dit, tous les préfets de tous les départements, les maires s'y mettent aussi, et ils s'exécutent tous, parce que, je veux dire, dans ce domaine... la soupe est bonne et il faut y aller, quoi. La soumission est absolue, hein, et la veulerie totale. Bon, alors... donc, soumission totale, et alors, le 6 septembre 2023,
le préfet de police a interdit donc le dernier spectacle de Dieudonné, La Cage aux Fous, alors qu'il y avait un contrat qui a été signé en bonne et due forme avec le Zénith, et en accord avec le Zénith de manière assez scandaleuse, dès que il y a eu une interdiction du spectacle, le Zénith a rompu le contrat. D'ailleurs, tout illégal, en principe, on ne rompt pas un contrat comme ça, ils avaient reçu des arts, etc. En principe, c'est le tribunal de commerce qui doit faire ça. Enfin, on sait que dans ce domaine, tout est possible, tout est permis. Et donc, ils ont été de Dieudonné, son avocat et Francis Lanane devant la justice administrative. D'abord, le tribunal administratif de Paris, puis le Conseil d'État, qui ont dit, je cite, alors là, tenez-vous bien, tenez-vous sur vos chaises, hein, qui ont rejeté le recours. Alors, quel argument ils ont donné, hein? Eh bien, qu'il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence parce que comme la direction du Zénith avait rompu le contrat, eh bien, il n'y avait plus d'urgence, donc rejet du recours. Il faut le faire, quoi, je veux dire. Donc, il s'est arrangé avec le Zénith, voilà, pour pondre ça. Hein, voilà. Et alors, le préfet de police, ça c'est intéressant à noter, a employé 3 arguments pour rejeter, en fait, pour interdire le spectacle Dieudonné le 6 septembre, parce que, via ses avocats, Dieudonné, prudemment, avait envoyé le script du spectacle et au directeur du Zénith et au préfet de police. Ce qui est inouï, soit dit en passant, je veux dire, dans un pays sans de liberté, qu'on doit de manière préventive. On dirait que c'est soviétique, là. Il faut présenter la moindre des blagues. Faut présenter. Alors, donc, le script, voilà, et le 1er août, le préfet de police avait dit qu'il envisageait d'interdire le spectacle parce qu'il y a des atteintes à la dignité humaine, bon, et Dieudonné, toujours désireux comment dirais-je, de trouver une solution, de compromis, etc., avait dit qu'il était prêt éventuellement, s'il faut, à amender le spectacle, etc. Et notamment, le préfet de police avait reproché le fait qu'à un moment donné, il y a une personnalité juive qui intervient dans le spectacle, donc finalement, Dieudonné était d'accord pour supprimer ça. Oui, on en est, hein, je veux dire. Bon, il a même inventé, le préfet de police, que dans le précédent spectacle, Dieudonné sur bracelet, il y avait une personnalité juive dans le spectacle, ce qui est un personnage juif, ce qui était faux en plus. Hein, donc, je veux dire, ils sont prêts à fabuler. Bon, bref, voilà. Donc, mais alors, donc, malgré tout ça, ça n'a pas suffi. Et alors, voilà les 3 arguments qu'a donné le préfet. Premièrement, il est de notoriété, je cite de mémoire, il est de notoriété publique que les précédents spectacles de Dieudonné ont fait l'apologie des discriminations, des persécutions et des exterminations. Oui, vous avez vu, ça dure plus haut. Bras de bas et on va jusqu'en haut. Voilà. Rythme ternaire. C'est pas le ski, là, c'est dans l'autre sens. Dans le sens, hein. Donc ça monte. Hein. Donc, discrimination, persécution, extermination. Change pas un mot. Oui. Voilà. Donc il se fiche de ce qu'il y a dans les nouveaux spectacles. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Les antécédents. Voilà. D'ailleurs, il faudrait qu'il prouve en quoi il y a une apologie d'extermination, de persécution. C'est grotesque. On est vraiment dans une logorée complètement aberrante. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, première raison, c'est ça. Deuxième raison, alors là, c'est encore plus fort. Deuxième raison, quel que soit le texte qui a été présenté, ça ne suffit pas parce que rien n'empêche Dieudonné de s'éloigner du texte et évidemment faire l'improvisation, d'ajouter tout ça. Donc rien ne dit qu'il n'y aura pas d'atteinte à la dignité humaine dans le spectacle. Donc là, il y a un script, donc là on a les arbitraires le plus total. Là c'est vraiment le procès d'intention, d'arrière-pensée, etc. Alexandre peut très bien. Donc il n'y a rien de répréhensible dans le spectacle, mais finalement il pourrait y avoir quand même, on ne sait pas. Donc par prudence, voilà. Deuxième argument. C'est très orwellien. C'est très orwellien. Voilà. Bon, deuxième. Troisième argument, alors là c'est encore plus fort, tenez-vous bien, restez assis, hein, sinon vous risquez d'avoir un malaise. Bon, troisième argument, de dire, oui, mais attention, le Zénith de Paris, il est près d'une synagogue. Et... Comme si, non, je ne change pas un mot, c'est ce qu'il a dit, hein, et près d'une synagogue, comme si les spectateurs de Dieudonné qui venaient pour passer un bon moment, s'amusaient, qui la plupart sont très dépolitisés en plus, aller chauffer à Belan sans prendre à une synagogue à l'issue du spectacle en sortant du Zénith. Voilà. Alors qu'il n'y a jamais eu, comme disait l'avocat de Dieudonné, les moindres heures, le moindre incident, ni avant, ni pendant, ni après le spectacle de Dieudonné. C'est hallucinant, quoi, de la part des spectateurs, venant le voir. Bon, c'est hallucinant. Donc, premièrement, parce que c'est près d'une synagogue, et deuxièmement, toujours dans le même argument, une incise. Deuxième argument, parce que c'est la veille de la célébration de la fête juive de Rosh Hashanah, qui célèbre le Nouvel An. Le Nouvel An, voilà, oui, qui célèbre le Nouvel An hébraïque. Voilà, on pourrait s'étonner, parce que je veux dire, en principe, dans un État laïque, on pourrait s'étonner qu'on tienne à ce point compte de fêtes religieuses. Hein. Mais il est vrai que, comme le disait Pierre Sidos, si l'État et les églises, l'État et l'Église catholique ont été séparés en 1905, la République n'a jamais été séparée de la synagogue. Hein. Bon, voilà. Et donc, on le voit, je dirais, de manière ostensible, alors qu'on interdit partout les crèches de Noël, qu'on interdit de plus en plus les calvaires, les crucifix, les croix au sommet des collines et des montagnes, souvent dressées par nos aïeux depuis longtemps, une statue de
Saint-Michel au Sable d'Olonne, enfin un peu partout, ça n'arrête pas, statues des anges, des archanges, des saints, de la Sainte Vierge du Christ. Bon, ça voilà. En revanche, la fête juive d'Hanouka, là par contre, partout, hein, dans les rues, partout des villes et tout ça, là c'est pas une atteinte à la laïcité, hein, je veux dire. Hein. De Rosh Hashanah à Hanouka, tous les jours finalement, c'est une fête effectivement qui est célébrée par la République, hein, je veux dire, voilà. Hein, voilà. Donc ça on le sait, voilà. Donc c'est quand même inouï. Donc voilà les trois arguments qui ont été donnés par la préfecture de police de Paris. Et alors tenez-vous bien, ça n'est pas fini. Non, c'est pas fini. Là ce soir, c'est champagne, si j'ose dire. Bon. La LICRA a fait un tweet pour féliciter le préfet de police de Paris en zélé exécutant finalement hein, de ce que demandaient la LICRA et le CRIF, hein, puisqu'au fond on sait très bien que dans ce domaine c'est la prostitution permanente de Rosh Hashanah à Hanouka, hein, finalement du 1er janvier au 31 décembre, de jour comme de nuit, voilà, je veux dire du dîner annuel du CRIF à la journée du Veldiv, hein, c'est la prostitution permanente. Voilà. Bon, alors donc le préfet de police de Paris, eh bien, a été félicité par la LICRA. La LICRA dit, je cite, alors tenez-vous bien, parce que là c'est orwellien, que le préfet de police, en interdisant le spectacle de Dieudonné, avait, je cite, su préserver le sens de la liberté d'expression. Hein. Je crois que des proches auraient pu faire quelque chose d'assez fameux là-dessus, voilà, a su préserver le sens de la liberté d'expression, voilà. Donc là, lorsque on présente au Festival d'Avignon un spectacle où sont embrochés des enfants blancs, hein, certes de manière symbolique, hein, où les blancs sont insultés, etc., d'un racisme primaire et tribal, hein, tribal et tripal. Bon, voilà. Ça c'est bon, c'est validé. Là, c'est de la liberté d'expression pour la LICRA et le CRIF. Ouais. Hein. Lorsque Charlie Hebdo, chaque semaine, s'emploie à faire des dessins absolument scatologiques, vomitifs, blasphématoires, abominables sur le Christ, sur la Sainte Vierge, sur la Sainte Trinité, sur les saints et sur le prophète des musulmans, en l'occurrence. Voilà, ça par contre, c'est la liberté d'expression, quoi, je veux dire. Voilà. Mais en revanche, un spectacle plein d'esprit finalement de Dieudonné, et bien là, en l'occurrence, il doit être interdit parce que, je cite, il n'y a pas de place dans notre pays pour l'antisémitisme. Bon, ça on l'avait compris, hein, c'est-à-dire tout ce qui leur plaît pas, hein, c'est ça que ça veut dire. Bon, et alors tout ce qui les dérange. Et le CRIF, carrément, le CRIF, le président de la section iséroise du CRIF, donc à Grenoble, et bien parce qu'il veillait un spectacle Dieudonné à Grenoble, donc le président du CRIF a demandé l'interdiction au préfet de l'Isère et au maire de Grenoble, qui sont évidemment exécutés. Hein, c'est normal, hein, je veux dire, voilà, c'est logique. Bon, c'est la servilité absolue permanente. Bon, et voilà. Et il a trouvé un argument intéressant. Il a dit que au-delà même de ces spectacles, c'est la personne même de Dieudonné qui incarne la haine. Donc sous-entendu, quels que soient ces spectacles, même s'il n'y a rien de répréhensible dans ces spectacles, eh bien Dieudonné en lui-même, donc vous voyez, c'est vraiment une attaque ad hominem en quelque sorte. Hein, voilà, c'est l'ostracisme. Hein, voilà, le Dieudonné en lui-même est porteur de haine. Voilà, Dieudonné en lui-même porteur de haine. Et tenez-vous bien, ça s'achève le CRIF, il faut avoir le courage. Oui, ça c'est le mot qui convient. Pour le courage d'interdire son spectacle. Les plus laqués se disent courageux. Oui, le courage d'interdire son spectacle, car Dieudonné, et alors là c'est la fin, c'est un temps des sommets, car Dieudonné n'a rien à faire sur notre territoire. Donc on a compris que ça appartenait au CRIF, ça on avait compris que la France appartenait au CRIF, ça on l'avait compris depuis déjà un certain temps, mais au moins ça le mérite de la clarté. Voilà. Donc voilà, je dois dire d'ailleurs que le CRIF et la LICRA avaient dit de la même façon qu'il n'y a pas de place pour une publication, je cite, raciste, antisémite, négationniste, homophobe ou transphobe comme Rivarol, qui sont autant de décorations, puisqu'en quelque sorte, plus on est attaqué par ces gens-là, plus ça veut dire qu'on mène le bon combat, qu'on est dans le bon sens, puisque de toute façon, ces néologismes, d'ailleurs absolument affreux et disgracieux, ne veulent rien dire, si ce n'est simplement qu'on s'en prend aux gens qui défendent simplement leur foi, leur Dieu, leur terre, leurs aïeux, leur tradition, leur religion, leur pays, etc. Et c'est Goebbels ou Göring qui disait on perdait sa journée ou quand on n'était pas insulté par... Donc quelque part c'est bon signe, voilà. Bon. Voilà. Donc c'est Dieudonné, c'est ce que je dis. Alors tenez-vous bien, non seulement il est interdit donc de spectacle au Zénith de Paris, mais alors bon, il a dit puis que c'est comme ça, on va faire un petit quelque chose chez lui à Saint-Lumin de la Haye. Eh bien à Saint-Lumin de la Haye, le préfet d'Eure-et-Loir, voilà, même chez lui, le préfet d'Eure-et-Loir a interdit le spectacle. Voilà. Et figurez-vous que moi j'y étais quand même, etc. Parce que je suis un peu taquin, bon, et j'avais demandé à Dieudonné, il m'a dit d'accord, si je peux dire un petit stand de Rivarol, après tout, il faut bien faire la publicité là où on peut aller. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller, donc je dis je vais y aller, je veux dire,
et puis bon, parfois un petit peu de sport, c'est pas désagréable. Bon, et figurez-vous que, incroyable, à l'entrée du village, de tous les côtés, il y a la police. Il y a la police, parce qu'il y a une interdiction du spectacle. Là-bas, je ne sais pas, peut-être quelques centaines, etc. Alors moi j'ai eu la chance, ils avaient arrêté une voiture juste avant moi, et ils m'ont laissé passer. Moi je ne sais pas, une grâce d'État peut-être, bon voilà. Bon, et toujours est-il donc, je suis passé, et donc on a quand même pu faire un spectacle, il y avait environ 150 personnes qui ont quand même pu arriver à se glisser, etc. Donc ça a été d'ailleurs fait dans la cour à l'extérieur, hein, parce qu'il faisait beau, etc. Le spectacle, et voilà. Donc il m'a même permis d'ailleurs de dire quelques mots, de donner. Bon, moi j'essaie de faire un peu d'humour en disant, chers amis, j'ai oublié dans mon coffre le chapeau du professeur, parce que en réalité, on venait d'apprendre, grâce à son ex-compagne Noémie Montagne, finalement, que lorsqu'il est allé à Auschwitz au mois de mai, Dieudonné, au lieu de mettre une kippa, il avait apporté dans un sac qu'il avait minutieusement préparé pour l'instant T, si je veux dire, le chapeau du professeur, le bob de Bob. Bon, il s'appelle Robert. Le bob de Bob. Bon, ben, le bob de Bob, ça les a mis en état d'apoplexie. Il était sur sa tête. Le bob de Bob. Non, mais c'est fou finalement, comme une petite histoire de fichu, finalement, un bout de tissu, ça les met en état. Rappelez-vous en 2003, le sketch de Fogiel, où là, dans un magasin de farce et attrape, Dieudonné avait acheté un chapeau, vous savez, de rabbin avec des papillotes, etc. La tête qui se mange. Voilà. Et donc, et là, on a fait boire toutes les couleurs quand même. Oui, c'est vrai, ils sont mangés, mais là, on a fait bouffer des conneries, je veux dire. Et ça continue, et ça continue, voilà. Un temps après, donc, vous voyez, 2003, moi j'ai pensé, décembre 2003, Fogiel, le chapeau de papillote, mai 2023, le chapeau de Forisson. Et au milieu, décembre 2008, Forisson en scène sur le Zénith avec le prix de l'infréquentabilité de l'insolence, etc. Avant que la quenelle d'oreille n'existe. Voilà. Donc, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, tout ça pour une histoire de chapeau. Oserais-je dire chapeau l'artiste. Bon, le bob de Bob. Hein. Et là, attention, parce que cette fois-ci, quelque part, c'est encore plus fort. L'image est encore plus forte que le son, si j'ose dire. Il n'y a pas de son, il n'y a que l'image. Hein, l'image est très forte, c'est interplanétaire. Bon, je veux dire, parce que là, en plus, c'est pas sur scène, ou c'est une forme de scène, si j'ose dire, puisque c'est quand même au cœur du temple, là où on amène les enfants des écoles, jeter des fleurs, éventuellement avoir des larmes, etc. Le voile se déchire. Des bougies, tout ça, etc. Alors effectivement, ça m'a fait penser, quand j'ai vu ça, c'était en état d'apoplexie, il n'y a plus rien qui sortait, il n'y a plus de son qui sortait tellement ils étaient, voilà. Ah bon, ils vont se rattraper, hein. On peut leur faire confiance, mais en tous les cas, ils ont un Et alors ça m'a... Ah oui, voilà. Alors ça m'a rappelé finalement, vous savez, on voit dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, à un moment donné, lorsque le voile du temple se déchire en deux, les grands prêtres sont en panique, là, etc. Là, c'est un peu pareil, voilà. Là, ça me fait penser à ça. Ils étaient en panique, là, voilà. C'est pas ce qui leur arrive, voilà. Bon, donc, voilà. Voilà, en quelque manière, voilà, avec un simple chapeau. Hein. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose, finalement. Hein. Je veux dire, fois, c'est un magasin de farce à rattrape chez Fogiel. Là, le chapeau du professeur. Et finalement... Avec peu de moyens. Avec peu de moyens, ça fait le tour du monde, si j'ose dire. Un véritable prestidigitateur, si j'ose dire. Et alors figurez-vous qu'il m'avait dit que pendant ce pèlerinage à Auschwitz, accompagné entre autres de Francilane, il avait visité la chambre à gaz, ou une des chambres à gaz, etc., présentée comme telle en tout cas au public, etc. Et alors il m'a dit que le guide, avant de, je crois que c'est une femme d'ailleurs, a expliqué aux gens qui étaient là, attentifs, que entre chaque gazage, non seulement on lavait les murs, on les repeignait systématiquement. Et alors, 20 litres de blanc satiné par jour. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est quand même bizarre, il repeignait quand même, etc. Il était un peu étonné. Bon, mais de toute façon, il faut avaler, hein, tout ça, comme il faut avaler le 11 septembre. C'est vrai, finalement, je veux dire, moi je connais quelqu'un qui est dans le bâtiment, il m'a dit c'est quand même bizarre qu'un seul avion, etc., ça puisse faire s'effondrer une tour. Mais ça fait rien, il faut le manger, hein, je veux dire, parce que si on peut avoir des problèmes, etc., voilà. Hein, comme faut manger, par exemple, vous avez vu l'histoire du gynécologue à Pau, qui est poursuivi pour transphobie, parce qu'il a refusé de recevoir dans son cabinet médical un homme déguisé en femme, enfin, en disant que lui, de toute façon, il était équipé en quelque sorte pour ausculter des vagins, mais pas autre chose. Parce qu'il faut savoir que quand ils font une opération chirurgicale extrêmement risquée, où on enlève le pénis, quoi, etc., enfin l'appareil génital masculin, après ils essayent de faire un trou, mais qui n'est tout sur un vagin, et d'ailleurs il y a énormément d'infections, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'atroce, le trou a tendance à se refermer, excusez-moi pour tout ça, bon voilà. Bon, et donc là, mais on nous dit quand même que c'est une femme, quand même, etc. Donc ça aussi, il faut manger, quoi, je veux dire, voilà. Hein, voilà.
Donc, faut manger, le fait qu'on impose à nos enfants, etc., des groupes dits contre l'homophobie, la transphobie, on les encourage à changer d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, même d'identité sexuelle, changer de sexe, de genre, c'est l'horreur absolue. Mais bon, ça, il faut rien dire, faut manger, quoi, je veux dire. À force de tout manger, moi, si vous voulez, je viens énorme, et donc, j'ai vu le médecin qui m'a dit, vous faites de l'aérophagie, et en fait, j'ai compris, je fais de l'aérophagie antisémite. Hein. Il me gonfle, je gonfle. Hein. Attention, c'est contagieux. J'ai reculé d'un mètre alors. Alors, avez-vous terminé sur l'onglet Dieudonné? Ne redescendez pas en intensité, la suite est tout aussi intéressante. Pourtant, ça cogne déjà pas mal. Donc, les propos de Pierre Hilard, toute la réaction qu'il y a eu ensuite, dont la dissolution de Civitas en cours, hein, bien sûr, toujours demandée par Darmanin. Que pouvez-vous nous dire de tous ces effets boule de neige, domino, appelez comme vous voulez? Bah, écoutez, cet été a été particulièrement chaud, si j'ose dire. Il est vrai que les étés, ils sont toujours très forts pour tout ce qui est restriction de liberté, dissolution. Rappelez-vous le fait que la loi Pleven, elle a été votée l'été, en juillet 72, la loi Guesso était 1990, et en 2021, rappelez-vous la répression qu'il y avait eu contre Cassandre Fristo et un certain nombre d'autres personnalités sur la question de la tyrannie sanitaire, quoi, etc. Parce que finalement, on retrouve toujours les mêmes. Hein, je veux dire, pour les Gilets jaunes en 2019, rien n'avait encore été fait, simplement des Français qui voulaient vivre décemment, tout ça. Tout de suite, Lévy, Aziza, tout ça, on dit c'est antisémite. Le Naïb Brit, en danger, voilà, le Naïb Brit a dit, prié pour. Voilà, le Naïb Brit a dit, voilà, la République est en danger, ils veulent mettre le feu à la République, etc. Le grand rabbin de France a fait des prières pour la République, preuve que la République c'est eux, bon voilà. Bon, mais donc dès qu'il y a un mouvement un peu de soulèvement populaire, ils sont contre. Bon, c'est quand même intéressant à souligner. Alors donc il y a eu les Gilets jaunes en 2019, en 2021 contre la tyrannie sanitaire, et donc là, Cassandre Fristo, qui était dans l'éducation nationale, elle a été radiée, qui a fréquenté Civitas d'ailleurs par la suite. Voilà, perquisition. Là aussi c'est la brigade des crimes contre la haine qui est venue, tout ça, etc. Enfin du délire complet. Quand même, hein, 6 mois de prison, alors qu'elle avait un casier judiciaire vierge, 6 mois de prison avec sursis, plus de 10 000 € d'amende de dommages et intérêts, radié à vie de l'éducation nationale, ça ne pardonne pas, hein, je veux dire, voilà. Tout simplement parce qu'elle avait une pancarte avec un qui, et il y avait des personnalités, dont certaines n'étaient d'ailleurs pas juives, hein, bon voilà, mais ça fait rien, il y avait quelques personnalités juives supposées être juives, et donc ça suffit pour finalement subir une répression absolument foudroyante. Voilà. Donc ça, de 2021, c'était... Alors là, en 2023, c'était un sommet, cet été, ça n'a pas arrêté. Hein, ça n'a pas arrêté, puisqu'aussi bien, il y a eu donc l'affaire Dieudonné, l'interview, la première interview que Dieudonné nous a donnée de Rivarol, qui a enclenché des cris de rebarrie de la part de l'UEJF, et dans les Juifs de France, de l'ICRA, deux organisations qui ont porté plainte. Oui, alors que Dieudonné s'adressait aux nationalistes français qui avaient été un peu déçus de ses excuses. Quoi. Oui, bon, il y avait une interview, etc., assez intéressante, très intéressante même, bon voilà, mais ils y ont vu de l'antisémitisme et de l'homophobie. Voilà, simplement. Oui, parce qu'il a parlé d'une certaine aristocratie qui ne faisait plus l'effort même de dire bonjour. Voilà, et pourtant, moi je trouvais que c'était quand même assez mesuré ce qu'il disait, mais c'était déjà encore trop. Voilà, donc il y a eu ça, donc là ils ont porté plainte, voilà, il y a une plainte en cours, bon voilà, et puis donc il y a eu effectivement la dissolution de Civitas parce que Pierre Hilard, qui jusque-là était passé entre les radars, entre les gouttes finalement, eh bien protégé un petit peu par son statut de géopoliticien, d'universitaire, etc. Et bien là, parce que à la fin d'une conférence qu'il a donnée à l'université d'été de Civitas le 30 juillet dernier, eh bien, en répondant à une question orale de manière mi-sérieuse, mi-amusée, un peu en partie d'une forme de boutade, a dit que la naturalisation, plus exactement la mise en la citoyenneté donnée aux Juifs en 1791 par la Révolution dite française, eh bien, voilà, avait permis dans le temps, effectivement, avait permis l'ouverture de la France à l'immigration massive. Bon, voilà, bien. Apparemment, d'ailleurs, c'était un passage vidéo qui n'était pas mis en ligne officiellement par Civitas, mais enregistré. Tout à fait, absolument. Bon, bref, ça suffit pour obtenir sous 48 heures la dissolution de Civitas. Qui est un propos d'historien, là aussi, pas hyper radical. De toute façon, c'est uniquement religieux et historique. D'abord réclamé par les associations communautaires, puis après donc par Jean-Luc Mélenchon, qui sans doute veut se faire pardonner peut-être la suspicion d'antisémitisme qui lui collait à la peau, etc. Et donc qui a exigé du ministre de l'Intérieur, qui s'exécutait dans l'heure, donc la dissolution de Civitas. Alors que Civitas, un peu comme Pierre Hilard d'ailleurs, c'est un mouvement de droite, catholique, traditionnaliste, mais qui est assez prudent sur, globalement, je veux dire, il n'aborde jamais la question du révisionnisme historique, il n'aborde quasiment pas ce qu'on appelait autrefois la question juive, ou de manière vraiment très, comment dirais-je, très succincte, voilà, etc., et très prudente. Donc je veux dire, c'est incroyable. Bon, je veux dire, si même un mouvement comme Civitas, c'est comme quand ils ont
ont interdit un colloque de l'Iliade, j'en étais stupéfait, parce que l'Iliade, c'est quand même vraiment bourgeois, mondain, modéré. C'est qui défendent l'identité européenne, alors ça dérange un peu. Mais... Voilà, bon, et donc Civitas, voilà, donc qui n'est pas encore dissous officiellement, mais il y a un processus en cours, ça risque d'arriver dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc non seulement il y aura donc une plainte contre Pierre Hilard, mais également donc une dissolution de Civitas, qui est en plus un parti politique depuis 2016. Hein. Donc on en est à dissoudre un parti politique, alors qu'en principe un parti politique c'est protégé par la Constitution, par les juridictions européennes, etc. Mais ça fait rien, à partir du moment où il y a une suspicion d'antisémitisme, tout est permis, je veux dire. Voilà, il n'y a ni foi, ni loi, ni droit. Voilà. Donc là, donc on peut y aller. Voilà. Le mot tétanise, c'est le bélier qui permet d'ouvrir toutes les portes, hein, d'écraser tous les murs. Ça écrase tout sur son passage, comme les chars israéliens, hein, voilà, qui détruisent les maisons, tuent les enfants palestiniens, détruisent les vergers, détruisent les cadastres, détruisent tout sur leur passage. Hein, voilà. Bon. Alors, donc, en quelques... propos de Pierre Hilard. Voilà, donc Pierre Hilard. Bon. Alors Pierre Hilard, il faut quand même savoir que l'année dernière, à l'automne dernier, septembre 2022, retiens bien, eh bien, avait été invité par l'association France Souveraineté, l'association souverainiste, à Orléans pour faire une conférence à la médiathèque de la ville. Et finalement, comme il y avait déjà des protestations, parce que justement, certains considéraient que Hilard était antisémite, et donc, finalement, le maire LR sous pression, Serge Grouard, avec un D, comme Denise, à la fin, eh bien, avait finalement au dernier moment cédé, ce qui n'est pas rare pour un politicien, bon, aux associations dites mémorielles, et donc aux communautaristes, et donc finalement il avait été interdit de la médiathèque, ils ont trouvé une salle au dernier moment ailleurs, bon bref, mais là, cette année, le 10 septembre, à Orléans, comme chaque année, il y a la journée annuelle des associations à laquelle avait été invité par la mairie, entre autres associations, France Souveraineté, qui avait donc invité un an plus tôt Pierre Hilard. Quel scandale ça n'a pas fait? Comment vous avez invité France Souveraineté, qui a invité il y a un an Pierre Hilard, l'antisémite? Donc s'ils ont invité un auteur antisémite, c'est donc que cette association aussi est antisémite. Voilà. Et donc le maire, là, assez étonnamment d'ailleurs, n'a pas cédé, finalement, en disant qu'il y avait une liberté d'expression en France, que c'est pas parce que ils invitaient quelqu'un d'éventuellement sulfureux que l'association elle-même l'était, ce qui a conduit la LICRA à dire au maire, sans ménagement, il est vrai que la LICRA fait pas dans la diplomatie de manière générale, que c'était assez spécieux de faire une distinction entre l'association et la personne qu'on invite, et que France Souveraineté est une association antisémite, complotiste, révisionniste, etc. Et donc, il ne fallait évidemment pas l'inviter. Et il y a un collectif antifasciste Orléans qui a dit qu'il faudrait dissoudre l'association parce qu'elle n'est pas d'intérêt public. Hein. Il est certain que les associations dites de contre l'homophobie, la transphobie, etc., qui vont pourrir les cerveaux de nos enfants, etc., à l'école, ça c'est d'utilité publique. Ouais, et par contre, une association souverainiste qui défend l'indépendance de la France, eh bien là, ça n'est pas d'utilité publique. Hein. Ça, on l'avait compris. Au moins, ça mérite d'être clair. Ça mérite de clarté. Et alors, figurez-vous que Pierre Hilard a été interdit également de conférence à Chira-Montreuil par le préfet de la Vienne, du département de la Vienne. Donc, c'était le 2 septembre qu'il donné sa conférence. Et le 31 août, donc, le préfet de Vienne a dit il peut être présent, mais il ne doit pas prendre la parole. Voilà. Ah, donc voilà, c'est hallucinant. Hein. Je veux dire, une fête privée quoi, de Chira-Montreuil. Voilà. Donc voilà, on en est. Et le même jour, toujours le 31 août, donc ils ont quand même, ils n'ont pas chômé. Hein. Ils ont charbonné. Moi qui ai pratiqué le mois des vacances, le mois d'août, bon, eh bien, ils ont, alors là, c'est le préfet de Paris, Laurent Nunez, qu'on commence à bien connaître, qui a interdit l'hommage à Pierre Sidos au cimetière de Thiers, le cimetière parisien de Thiers, que devait rendre le groupe Les Nationalistes, avec à sa tête... Donc c'est un autre onglet répression. Voilà, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on interdit d'aller dans un cimetière simplement pour faire une petite prière à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Pierre Sidos, qui est mort il y a 3 ans, puisqu'il est mort le 4 septembre 2020, et donc début septembre 2003, ça faisait 3 ans qu'il était mort, et donc il était tout à fait légitime d'aller lui rendre hommage, ce qu'il avait connu, qu'il avait aimé, qu'il avait servi. Et donc, un hommage assez bref, hein, où en général, pour y avoir été quelques fois auparavant, je sais que en général, il y a un chant, la cavalcade, une petite prière, éventuellement quelques mots qui sont dits, ça n'excède pas 20 minutes, 30 minutes maximum, parfois moins. Voilà. Il y a quelques dizaines de personnes en général qui se retrouvent là, avec quelques drapeaux, etc. Ça se fait, en plus il y a quasiment personne dans ce cimetière de Thiers qui est quand même à l'extérieur de Paris. Il faut vraiment vouloir y aller pour s'y rendre. Bon, eh bien, donc il a été interdit. Et donc lorsque Yvon Benetti et les sympathisants militants des nationalistes sont venus, les amis de Pierre Sidos, etc., ils se retrouvaient devant le cimetière, il y avait une vingtaine de Robocop, hein, de policiers, et autant qui entouraient à l'intérieur du cimetière la tombe de Pierre Sidos, quoi, pour être sûr que personne n'aille se recueillir. Voilà, impossible d'y accéder. Vous vous rendez compte? Et ils ont
pris Yvon Benetti, ils l'ont menotté, oui, il était en garde à vue toute la journée, et il sera jugé le 24 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil, puisque ça dépend de ce département, du Val-de-Marne, pour maintien d'une manifestation interdite. Voilà. Il encourt 6 mois de prison ferme et 7 500 € d'amende. Et 7 personnes, des nationalistes qui étaient là, ou sympathisants, ou amis de Pierre Sidos, ont une contravention de 135 € pour participation à une manifestation interdite. C'est l'amende de non-port du masque, celle-ci. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller dans les cimetières, maintenant, même pour rendre hommage, même discrètement, finalement, quelqu'un qu'on a aimé et tout ça. Tout simplement pourquoi? Parce que Pierre Sidos est considéré comme anti-juif. Voilà, c'est tout. C'est que ça, quoi, je veux dire. Hein. Donc même les morts, vous voyez, la haine va au-delà des morts. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un dessin remarquable du talentueux Conque, qui a quelques années, je crois que c'était à peu près à l'époque de l'affaire de Carpentras, donc une trentaine d'années, où on voyait un squelette qui a été déterré, menotté et solidement encadré de gendarmes, et était indiqué dans une bulle le motif pour lequel, tout à fait récente, on l'avait déterré. Il était balayeur au Veldiv. Voilà. Bon, on en est là finalement. On en est là. Il était balayeur au Veldiv, voilà. Et donc, en l'occurrence, voilà, Pierre Sidos. Il est vrai qu'on ne pardonne pas Pierre Sidos deux formules particulièrement piquantes. La première, le 6 février 1959, à la tribune du Parti nationaliste, quand il avait dit on a séparé l'Église de l'État, il faudrait séparer la synagogue de l'État. Bon, ce qui a amené dans la semaine qui a suivi la dissolution du mouvement par Michel Debré, Premier ministre, petit-fils de rabbin. Michel Debré, etc. Et puis, une trentaine d'années plus tard, en 1990, invité de Christophe de Chavannes sur TF1 pour une émission consacrée à l'extrême droite, à la question de l'animateur « Êtes-vous antisémite ?» Pierre Sidos avait répondu, je cite, « Ni plus ni moins que Saint-Louis ». Voilà, ouais. Bon, notre Saint-Louis. Voilà, ça n'ira pas plus, je serais venu juger avec notre Saint-Louis. Ouais, c'était le titre. Oui. Voilà. Ça me fait penser au Père Lachaise, la tombe d'Édouard Drummond n'est pas indiquée tout à fait. dans l'entrée. Donc, enfin, je crois qu'ils ont supprimé. Il y avait l'auteur immortel de la France juive, ils ont supprimé ça au burin, je veux dire. Voilà. Hein, donc, ça c'est comme en Union soviétique, on supprimait, vous savez, les visages, les noms des dissidents, oui, etc. Il ne faut plus que l'histoire s'en souvienne. Voilà, on en est là. On a supprimé toutes les rues du Marshal Pétain, etc. Voilà. Donc, on prend le jour du wokisme, mais enfin, je veux dire, comment dirais-je, c'était déjà présent chez les communistes. Ouais, voilà, mais enfin, je veux dire, c'était puis avec leur mémoire, c'est déjà présent depuis très longtemps. Quand même, je veux dire, voilà. Derrière, ils veulent aussi interdire et faire brûler le nouveau livre de Vincent sur Oradour, etc. Donc, quand on nous prend la liberté, les livres qui les dérangent, ça par contre, on peut les mettre au pilon, on peut les brûler. Ça ne les dérange pas quand on brûle des livres, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, oui. C'est ça. C'est la géométrie variable. Donc, on a dérivé un petit peu sur Benetti Sidos. Et pour revenir à Pierre Hilard, il me semble que vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être. Il y avait eu Chiré. J'y puis j'ai dit, je parlais de France Souveraineté Orléans. Oui, parce que ça allait un peu ensemble. Ça allait ensemble, absolument. D'accord, très bien. Donc, un autre propos, pourquoi pas Elon Musk, donc, qui s'en prend avec son nouveau Twitter X à la oui, c'est-à-dire que je dis ça n'a pas arrêté cet été, parce qu'il y a eu Pierre Hilard, il y a eu Chivitas, il y a eu Dieudonné. Là aussi, c'est en il y a eu les rappeurs Medine et Corleone, etc. Voilà, on en a peut-être un mot tout à l'heure. Bon, et là, Elon Musk, qui l'Anti-Diffamation League, une organisation créée par le Librite aux États-Unis, s'en prend à Twitter, qui s'appelle X maintenant, et Elon Musk, parce qu'il considère qu'il ne fait pas assez de répression pour les contenus jugés antisémites ou antisionistes, etc. Enfin, bref, tout ce qui les dérange. Et donc... un peu comme sur Gab, oui, le même réseau social. Et donc, ils font des procès à Twitter, ils nuisent à sa réputation, évidemment à ses financements également. D'autant qu'il avait rapproché un peu Kanye West un temps, qui est aussi un rappeur qui a eu des propos sur... Et donc Elon Musk, il a menacé au sacrilège de faire un procès à l'Anti-Diffamation League. Je ne sais pas si ça s'est concrétisé depuis. Je veux dire, déjà, disant cela, il est suspect d'antisémitisme, forcément. Je veux dire, à partir du moment où on le résiste, même un tout petit peu, c'est déjà trop, quoi, je veux dire. Hein. Il faut se laisser écraser par le char, totalement. Voilà. Donc, il ne faut même pas dire que ça fait mal. Voilà. Bon, voilà. On n'a pas le droit de dire aïe. Hein. Voilà. Et encore moins aïe quelque chose. Bon, mais enfin, voilà. Bon, bref, enfin, bon, en tous les cas... En tous les cas, voilà, donc vous voyez même Elon Musk, et alors là, l'affaire Medine, c'est inouï. Alors lui, il a la chance en quelque sorte d'être de gauche ou d'extrême gauche, proche de Mélenchon, de la France Insoumise. Il a soutenu la candidature présidentielle de Mélenchon en 2022, mais simplement parce qu'il avait répondu à l'afro-yiddish
Rachel Kahn, qu'il avait traité, je cite, de déchet, ce qui n'est pas spécialement aimable. Et il s'était permis, en réponse à cette personne, eh bien, de dire, de faire un jeu de mots, comme il fait souvent. Et là, c'est un jeu de mots, je crois que c'était, il y avait Rescanpé, voilà. Donc respect, voilà. Et en plus, le tweet ne faisait absolument pas allusion à la Seconde Guerre mondiale et à tout ce qui y a trait, mais évoquait plutôt son passé dans le rap, dans la musique, dans ces milieux-là, etc. Donc Frisk Corleone, moderne, voilà. Non, je parle de Médine. Médine, là, d'accord. Le Médine, et donc oui, exact, ça. Ouais. Donc ça, si vous voulez, hop. Ce qui a été considéré comme une, comment dirais-je, comme un calembour sur la Shoah. Qu'est-ce que vous insinuez tout de suite? Eh bien voilà, c'est ça. Ça, il n'y a pas de pardon. C'est comme les calembours de Le Pen, du recours crématoire, les détails, ça passe pas. C'est sans pitié, ça. Sans pitié, et c'est sans rédemption possible, je veux dire. Il a eu beau se confondre en excuses, il a eu beau dire que ça a été une erreur, une maladresse, qu'il n'était pas antisémite, qu'il combattait l'antisémitisme. L'acte de contrition était insuffisant. Que l'antisémitisme était un poison, etc. Donc bon, c'est jamais suffisant. Ce qui fait que les Verts sont divisés sur la question. Il devait aller à l'université, il y a quand même été, mais ils sont divisés. Les maires des grandes villes vertes n'ont pas assisté à sa conférence. Plusieurs personnalités écologistes l'ont dénoncé, y compris l'inénarrable Sandrine Rousseau. Il était programmé un festival en Belgique, il n'y est plus. Bon voilà. Donc la gauche, l'extrême gauche sont divisés sur cette question. Voilà. Donc vous voyez que même eux sont maintenant visés, etc. Puis évidemment aussi le rappeur Corleone, évidemment. Qui a fait un nouvel album, et donc la LICRA a refondu un plomb en référence à certains textes. Absolument. Donc vous voyez que ça tourne à la folie, quoi, tout ça, etc. Et ça il avait été éjecté de Spotify d'ailleurs, qui est un peu les plateformes où n'importe quel chanteur vend. Ça pardonne pas. Donc ça atteint même, vous voyez, même des gens situés à gauche ou à l'extrême gauche, en plus issus de la banlieue, voilà, du rap, mais plutôt dieudoniste, politiquement correct. Bah, si on le reproche aussi d'avoir fait il y a une dizaine d'années à plusieurs reprises la quenelle dieudonnesque également, etc. Et donc même s'il a dit qu'il avait regretté à l'époque que c'était justement juste anti-système, donc ça n'est pas possible pour eux, parce qu'il n'y a pas d'explication possible, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière, voilà. Donc voilà. Donc c'est l'hystérie en permanence, quoi, voilà. Donc on va bien continuer. La traque aux vieillards en Allemagne, je crois que vous avez quelques cas. Oui, là en l'occurrence, on a appris il y a quelques semaines, donc il y a un nouveau vieillard, quasiment centenaire, d'onagénaire de 98 ans. Donc là c'est le squelette menotté entouré de gendarmes. Absolument, qui est poursuivi, donc parce qu'il était gardien d'un camp de concentration au nord de Berlin, et il était mineur au moment des faits. Voilà. Et donc, à 98 ans, on le poursuit 80 ans après, plus de 80 ans après, voilà. Et ça me rappelait qu'il y a 2 ans, c'est carrément un centenaire qui était poursuivi, Joseph Schutz, de 101 ans, et qui était venu au procès en chaise roulante. Parce que c'est forcément son âge, il était complètement handicapé, quoi, voilà, invalide, voilà, c'est leur justice, hein. C'est pas la nôtre, mais c'est leur justice, voilà, je veux dire, voilà. C'est la vengeance talmudique, quoi, je veux dire, un plat qui se mange cachère, voilà. Qui se mange très froid. Et qui se mange très froid, qui se mange glacé, voilà. Mais c'est glaçant. Glacé et glaçant, en effet. Pour continuer un petit peu dans la lignée, il y a Mahmoud Abbad aussi. Donc, oui, alors là, Mahmoud Abbad, donc fin août, à Ramallah, en Cisjordanie, il a fait un discours où il a dit, je cite, que Hitler aurait exterminé les Juifs, preuve qu'il est prévisionniste, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons sociales, parce qu'il était lié à l'argent, à l'usure, etc. Voilà. Un tollé, la Lali, que n'avait-il dit là? Et donc aussitôt, ça a été évidemment un tollé général, international évidemment, et le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, s'est fendu immédiatement d'une lettre le 7 août, le 7 septembre, puisque c'est fin août qu'il a tenu ses propos, le 7 septembre 2023, une lettre au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour lui retirer la décoration, le Grand Vermeil de Paris. Voilà, la médaille Grand Vermeil de Paris, qui est partie de la plus haute distinction de la ville. Et Anne Hidalgo lui dit dans cette lettre qu'il ne pourra plus s'en réclamer de cette médaille. Je ne pense pas que ça le dérangera beaucoup, je pense. Bon, mais je crois qu'il va dormir. Bon, voilà. Eh bien, de cette médaille, parce que, dit-elle, il a justifié, je cite, l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et de ligne plus loin, dans la même lettre, elle dit, parce qu'il a nié le génocide des Juifs. Voilà.
d'Europe pendant la guerre. Donc d'un côté il justifie l'extermination, après il nie ce qui est complètement contradictoire et incohérent. Mais ça n'est pas gênant, je veux dire. Ils sont pas dans la pensée logique, ils sont dans la pensée magique. On n'est pas dans la réflexion, on est dans l'incantation. Hein. On n'est pas dans l'analyse, on est dans la soumission sramile à une coterie, à une doxa, voilà. Donc même si c'est incohérent, même si c'est contradictoire, simplement il y a un certain nombre de réflexes à avoir, de poncifs à donner, de mots à délivrer, mais à coucher sur une feuille de papier blanc, etc. Voilà, pour faire partie du club en quelque sorte. Hein. Voilà. Si avec ça, avec pareil au municipal de 2026, il y a de quoi désespérer du CRIF. Hein. Il y a également le graphiste Letko, donc, avec voilà. départ Alors, à Attali. Letko, c'est un artiste de rue qui avait, il y a quelques mois, un an environ, je crois, fait une fresque dans la Cité des Papes, en Avignon, sur les bords du Rhône, sur la façade d'un transformateur, où on voyait Attali, en marionnettiste et Macron en marionnette, c'est-à-dire c'est Attali qui en quelque sorte agitait Macron comme une marionnette. Attali qui était représenté d'ailleurs de manière tout à fait ressemblante, il n'y avait aucune caricature antisémite, je dirais, il n'avait pas le nez n'était pas voilà, plus courbé que de raison. Exactement, voilà, ni crochu ni quoi que ce soit, etc. Voilà, c'était tout à fait ressemblant, il n'y avait aucune caricature, mais ça fait rien, ça a été considéré, je cite, comme un antisémitisme codé. Donc on a vu déjà, donc avec ça on va très loin, hein, je veux dire, là, antisémitisme codé. Donc déjà, Dieudonné, on savait déjà que de toute façon, là, c'était pas dans le script du spectacle, mais il pouvait quand même déraper, il pouvait se dire, donc il faut l'interdire comme par prudence, quelque sorte, de manière préventive, comme il y a des guerres préventives, voilà. Bon, et bien là, antisémitisme codé, donc tout ça, et alors donc, on a fait le tour. Alors donc il y a eu cette association, alors Attali avait porté plainte, et il y a cette association, toujours les mêmes, dont la LICRA, le JIOR et l'Union juive européenne, qui ont été décryptées pendant des heures dans le tribunal correctionnel d'Avignon, en montrant tous les éléments du dessin pour essayer de montrer ce qui était tous les éléments qui témoignaient d'un antisémitisme codé. Voilà. Alors Letko, qui est un artiste de rue tombé des nues en quelque sorte, pas du tout. Ils ont demandé ce qui lui arrivait. Hein, je veux dire. Et alors qu'il a un casier judiciaire vierge, le procureur a demandé 6 000 €, ce qui est quand même beaucoup pour un artiste de rue qui a priori pas de moyens. Hein. Oui, clairement. 6 000 € d'amende avec un casier judiciaire vierge, etc. Avignon, voilà. Oui. Et il a dit simplement mais non, parce que c'est simplement Attali qui avait dit lui-même publiquement qu'il avait fait Macron. Ce qui est vrai d'ailleurs. Oui, un passage télé. Il avait dit qu'il avait fait Macron, et donc c'était simplement pour rappeler ça, pour rappeler aussi le fait qu'on sait que depuis François Mitterrand, Attali est l'homme qui murmure aux différents présidents de la République, qui est proche des différents locataires de l'Élysée, et que par conséquent, voilà, c'est uniquement ça qu'il voulait montrer, qu'il ne faisait que mettre en image, en quelque sorte, de manière un peu ludique, ce que finalement Attali avait dit. Voilà. Mais c'est considéré comme de l'antisémitisme, vous voyez. Donc vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Il y a quelques années encore, c'était inimaginable, ça, ouais. Mais ils vont toujours plus loin, si vous voulez, dans une répression qui confine à la folie, qui quand même fait quand même penser à des heures, pour le coup, sombres de notre histoire, que ce soit la Révolution française avec la loi des suspects et la terreur. On n'est pas encore dans une répression sanglante, mais enfin, on est quand même dans une atmosphère qui ressemble quand même de plus en plus, quoi. Il y a une persécution de plus en plus ouverte, et puis ça fait penser à ce qui s'est passé sous l'Union soviétique, surtout qu'il y a un projet de loi, on va y revenir, qui va être voté probablement début 2024 par le Parlement, où on veut punir maintenant non seulement les propos publics, mais maintenant les propos privés, un jeu discriminatoire. Oui, justement, voilà. Pour terminer cet onglet de répression, vous pouvez en parler. Ah bah c'est très bien, c'est parfait. Voilà, vous savez que Elisabeth Borne, le Premier ministre de Macron, en janvier, au début de l'année, au dîner du CRIF, oui, parce que chaque dîner du CRIF, il y a toujours une répression supplémentaire. Hein. D'ailleurs, à chaque fois que j'écoute toujours le discours avec attention du Premier ministre ou du Président de la République au CRIF, parce que je me dis, qu'est-ce qui vient de tomber dessus encore, quoi. Je veux dire, c'est chaque fois, il faut leur donner des gages, etc. Rappelez-vous Sarkozy qui disait, chaque enfant de CM2 devra parrainer un enfant de la Shoah, porter etc. son nom. Un enfant déporté, etc. Porter son nom, tout ça, etc. Ils savent plus quoi inventer, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, d'inventer quelque chose, mais enfin, ils y arrivent quand même, etc. Voilà. Bon, et donc là, en l'occurrence, eh bien, il s'agit de permettre aux magistrats, dès la première instance, de délivrer un mandat d'arrêt et de dépôt pour les personnes condamnées pour racisme, antisémitisme, négationnisme, probablement homophobie aussi, alors que, par le droit de la presse, jusqu'à présent, on ne peut pas aller en prison tant qu'il n'y a pas un jugement définitif. C'est-à-dire que si par exemple vous allez en appel, puis après vous avez fait un pourvoi en cassation, tant que le pourvoi n'a pas été jugé et rejeté, vous ne pouvez pas aller en prison. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Alain Soral,
qui en première instance, je crois le tribunal de Bobigny, je crois d'ailleurs que c'était pour un clip de rap des Gilets jaunes, etc., où on voyait Rothschild, enfin le nom de Rothschild brûlé, BHL, etc., je crois, de mémoire, dans un clip. Avec et donc, entre autres, ouais. voilà. Et donc, BFM TV, etc., Drahi, etc., je crois. Et donc, il a été condamné, je crois, à 1 an ou 2 ans de prison ferme en première instance par le tribunal correctionnel de Bobigny, qui avait ajouté donc à son jugement, eh bien, le fait de délivrer un mandat de dépôt. Bien. Et le parquet s'y était opposé en disant que c'était illégal parce qu'en matière de droit de la presse, on ne peut pas, tant que le jugement n'est pas définitif, eh bien, mettre en prison quelqu'un condamné, bon, tant qu'il n'est pas définitivement. Bien. Et donc, je pense qu'ils ont utilisé cet élément, qui date, je crois, de mémoire de 2019, pour changer la loi. Vous savez que c'est une vieille revendication de la LICRA, qu'on enlève du droit de la presse tout ce qu'elle appelle discrimination, racisme, antisémitisme, négationnisme, homophobie, etc. Bon, ce qui fait beaucoup de choses, tout ce qui la dérange finalement. Bon. Et donc, là, en l'occurrence, il ne s'agirait pas, dans un premier temps, semble-t-il, encore que ça puisse évoluer pendant les débats parlementaires, mais il ne s'agirait pas dans un premier temps d'enlever du droit de la presse ces délits, mais il s'agirait, pour ce qui concerne le racisme, l'antisémitisme, le révisionnisme, etc., eh bien, de permettre aux magistrats, dès une condamnation en première instance, de délivrer un mandat de dépôt ou un mandat de dépôt et un mandat d'arrêt, de telle manière que, même si on fait appel, l'appel en quelque manière ne serait pas suspensif, et on irait en prison. Par exemple, si on est condamné à 1 an de prison, eh bien on ferait cette année de prison, sachant qu'entre la première instance et l'appel, en moyenne, il y a 1 an, c'est-à-dire que même si l'appel réduisait la peine ou l'annulait, de toute façon, la peine de prison serait faite intégralement, quoi. Voilà. Donc c'est une façon finalement de supprimer en quelque sorte l'appel, quoi. Voilà. De le rendre inopérant, en tout cas. Voilà. Donc il s'agit d'aggraver considérablement la répression, parce qu'il est évident qu'ils trouvent que les jugements sont trop lents. La justice est trop lente, qu'on va passer vite en prison, qu'il n'y a pas assez de monde en prison, parmi les délinquants de la pensée. Donc il faut tout le monde, en quelque manière, si je résume l'affaire, c'est tout le monde de trou et plus vite que ça, quoi. Je veux dire. Oui, c'est ça l'idée. Voilà. Donc si on peut le faire tout de suite. D'ailleurs, moi, sur les différents sites communautaires, on n'arrête pas de dire il faut interdire le journal, il faut me mettre en prison, si possible la vie, je veux dire, voilà, prison tout de suite, parce qu'ils ne supportent pas la moindre voix dissidente alors qu'on n'a rien du tout. La moindre contradiction. On ne représente rien du tout. Je veux dire, Rivarol, c'est quoi? C'est quelques milliers de lecteurs tout au plus, on n'est rien. Mais c'est encore trop. Ils ne supportent pas le moindre chuchotement, le moindre murmure, le moindre bourdonnement. Il faut écraser, hein, comme on écrase les Palestiniens avec les chars. Leur verger, leur culture, leurs enfants, leurs maisons, voilà, leur cadastre, leur cimetière, voilà, on écrase tout. On détruit tout, voilà. Ben là, c'est la même façon, et donc, même une mouche, un petit moustique, etc., on l'écrase avec un marteau-piqueur, avec un char, avec, voilà, hein, voilà. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc voilà, donc ils supportent pas, bon, voilà. Là, c'est Goliath contre David. Là, voilà. Bon, enfin voilà en quelque manière donc ce qu'il en est. Et donc là, ça va être voté au Parlement, évidemment, à une majorité massive, peut-être même à l'unanimité, parce que de toute façon, dès qu'il est question d'antisémitisme, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Hein, il y a des promotions. Oui, puis les gens sont tellement tétanisés de toute façon, parce que ne pas voter, ce serait déjà considéré comme être complaisant vis-à-vis de l'antisémitisme. Déjà simplement parler un petit peu des Palestiniens, des droits des Palestiniens, d'État palestinien. Aujourd'hui, ils ne le font plus. D'ailleurs, ça me frappe. Il y a quelques années encore, à l'état de. La gauche radicale ne le fait plus. Oui, non, puis lors du nez du CRIF, quand même, le Premier ministre, le chef de l'État, glissait juste à un moment donné la paix avec les Palestiniens, l'État palestinien, juste une phrase. Maintenant, elle n'y est même plus la phrase. Il n'y a même plus la phrase. C'est encore trop parce que c'est déjà considéré comme de l'antisémitisme. Tout simplement la moindre compassion vis-à-vis des Palestiniens. On l'a écrasé. Tiens, c'est quand même, il y a du sang, c'est pas très joli, tout ça, etc. Ça, c'est déjà l'antisémitisme, hein, je veux dire. Donc voilà. Donc tiens, on a massacré 30 personnes aujourd'hui. Non, mais ça, non, on peut pas. C'est l'antisémitisme. Voilà. Donc voilà. Donc on dit plus rien, quoi, maintenant. Donc même le chef d'État et de gouvernement, je veux dire, ils n'osent plus, quoi. Je veux dire, voilà. Hein. D'ailleurs, ils l'ont dit, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. Hein. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le martyr continu du peuple palestinien, je veux dire, le dénoncer simplement, même de manière descriptive et pondérée, c'est l'antisémitisme. Hein. Donc finalement, c'est qu'il n'y a rien à voir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Corbyn. Hein. La gauche britannique, c'est le lobby juif, le lobby judéo-sioniste, qui a réussi à casser en deux le parti travailliste et anglais et à faire passer Corbyn pour un antisémite, et tous les gens qui étaient antisionistes ou simplement pro-palestiniens, disons, dans le parti travailliste, etc., ont été ringardisés, éliminés, disqualifiés. Corbyn, c'était quand même le chef du parti travailliste, c'était pas rien, ils ont réussi à l'éliminer complètement. C'est impressionnant. Alors qu'en plus, il n'était absolument pas antisémite, c'est ridicule.
Simplement, comme une partie de la gauche au Royaume-Uni, comme elle est le cas dans d'autres pays traditionnellement, avait effectivement une certaine sympathie pour la cause palestinienne, etc., bon, pour des raisons historiques, etc., voilà. Et donc ils ont réussi finalement à obtenir que le Parti travailliste, à l'instar des conservateurs, eh bien, devienne complètement sioniste et abandonne complètement la cause palestinienne, hein, en considérant comme antisémites des gens comme Corbyn, quoi. Et ils le font maintenant avec Mélenchon. Moi, j'ai aucune sympathie pour Mélenchon, vous en doutez, c'est évident, hein, qui est LGBT, laïcard, gauchiste, tout ça. Mais on voit très bien que le fait que, sans doute d'ailleurs, à mon avis, probablement plus par électoralisme, clientélisme ou pour d'autres raisons, bien si je ne suis pas dans son cœur ni dans son cerveau, le fait qu'il ne soit pas complètement aligné sur le CRIF et sur la droite et l'extrême droite israélienne, enfin sioniste, parce que bon, eh bien, il est quand même maintenant mal vu, hein, c'est évident, je veux dire, par le lobby, quoi, hein, je veux dire, c'est très clair, quoi, je veux dire, hein, voilà. Donc, ça ne m'indigne pas, ils utilisent l'accusation d'antisémitisme, si vous voulez, comme un rayon paralysant qui leur permet en quelque sorte d'intimider, de tétaniser tout le monde, quoi, hein, je veux dire, voilà. Donc, il faut résister à tout ça. Donc nous allons terminer avec l'onglet répression, mais ce n'est pas pour autant que l'on sort des horreurs. Donc projet de loi également à propos de l'euthanasie, donc vous pouvez nous en dire un mot pour cette rentrée? Oui, bah vous savez qu'il y a déjà quelques années que l'euthanasie a été légalisée au Québec, aux Pays-Bas, en Belgique, et maintenant on en est même à euthanasier même des enfants, des mineurs, hein, c'est l'horreur. Et le gouvernement, notamment au Québec, a imposé aux unités de soins palliatifs, comme offre de soins, change pas un mot, hein, c'est orwellien, comme offre de soins, de proposer obligatoirement aux patients le suicide assisté et l'euthanasie. Voilà. C'est-à-dire que des soignants qui doivent soigner, vous voyez, il y a une contradiction dans les termes, hein. On est vraiment dans la version... Là, on commence à tuer quelqu'un qui est dans le mal psychologique. Bon, alors, on le savait déjà pour l'avortement, hein, déjà l'avortement de masse qui est inouï, quoi, qui va contre le serment d'Hippocrate, etc., depuis maintenant un demi-siècle, hein, dans la plupart des pays occidentaux et dans la plupart des pays du monde, maintenant, l'avortement est légalisé, même souvent remboursé, il est à 100% en France, hein, y compris les échographies, etc. Bon, eh bien, là maintenant, assez logiquement, finalement, on va toujours plus loin dans l'horreur, donc c'est l'euthanasie. Alors l'euthanasie des vieillards d'abord, bien sûr, mais comme je dis, ça touchera les enfants, ça touchera les gens qui sont déprimés, qui sont dépressifs, qui à un moment donné n'a pas eu envie à un moment donné où tout allait mal dans sa vie d'en finir, quoi. Ça peut arriver à tout le monde à un moment donné, puis heureusement, demain est un autre jour et après ça va mieux. Donc vous imaginez qu'avec ça, vous imaginez des gens qui sont dans des EHPAD, des personnes âgées qui sont seules, les enfants viennent pas les voir et tout ça, ou pas souvent, bon, à un moment de déprime, c'est fini, quoi, je veux dire, bon, et donc, ça va être l'horreur. Hein, l'horreur. Et en plus, vous imaginez les chantages aux héritages, tout ça. Enfin, on va vivre absolument des choses abominables. Et il était normalement une grand-mère qui aime bien ses enfants. Enfin, elle va pas se tuer, ne serait-ce que pour eux, quand bien même elle est un peu isolée. Enfin, oui, mais vous savez comme maintenant les liens familiaux sont très relâchés, sont brisés. Et tout, c'est vrai. Oui, et puis vous savez, faut pas. Ça donne des situations dures. Oui, et puis vous savez, à partir du moment où il y a une loi, ça change les mentalités. Hein. Regardez sur l'avortement, comme ça a changé. Il y a des gens qui avortent maintenant comme moyen de contraception. Hein, je veux dire, voilà, ils avortent comme ils prendraient le métro, quoi. Hein, je veux dire, bon. Et donc là, en l'occurrence, ça rentre dans les mœurs. Ça rentre dans les mœurs. Et donc l'euthanasie rentre dans les mœurs. Au Québec, ils ont constaté depuis que la loi a été légalisée, d'année en année, ça augmente de manière considérable. C'est logique, il sera pareil en France. On va se faire d'illusions. Ça va être très vite, les mentalités changent vite. Surtout s'il y a des aides en plus. À partir du moment où la loi va dans ce sens et que toute la propagande va aller dans ce sens, hein, c'est évident. C'est comme pour le mariage homosexuel. Finalement, en 10 ans, enfin le pseudo-mariage homosexuel, en 10 ans, il a été avalé par la société. Taubira s'en félicitait, mais malheureusement, c'est pas faux. Je veux dire, en 10 ans, hein, je veux dire, quand on voit les masses qu'il y avait contre ça, finalement maintenant, il n'y a pas un seul maire en France qui va s'opposer à ça. C'est passé comme lettre à la poste, finalement. Enfin, pas au moment où il était voté, mais finalement, très rapidement, ça a été malheureusement avalé, tout simplement parce que, encore une fois, d'abord, tout va très vite aujourd'hui. Donc finalement, on passe d'une nouvelle à l'autre, d'une affaire à l'autre. Donc finalement, on oublie très vite. Hein. Premièrement, il y a ça. Ça, c'est le drame, si vous voulez, du monde moderne où tout va à une vitesse absolument effrayante. Hein. Voilà, premier point. Et deuxième point, le problème, si vous voulez, c'est que malheureusement, la plupart des gens n'ont pas des convictions assez fortes. Voilà, ne sont pas guidés par des principes directeurs, des valeurs transcendantes, et n'ont pas des convictions à ce point fortes qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par exemple, les maires, ce qu'ils auraient dû faire, c'était de s'opposer à ces pseudo-mariages, etc., quitte à risquer une destitution. Bon, ils ne risquaient pas quand même la mort, hein, mais quitte à risquer une amende ou une destitution ou des problèmes avec l'administration. Mais ça, c'est encore trop leur demander, vous voyez. Même ceux qui avaient défilé avec leur écharpe tricolore, etc., aucun n'a résisté.
Voilà, faut le savoir. Moi, je connais pas un seul mariage. S'il y en a qu'on me le donne, hein, je dirais, mais je pense sur les 36 000 communes de France, bon, il y a sans doute des communes où il n'y a pas eu encore de mariage homosexuel, il doit y avoir tellement, parce que maintenant ça se développe quand même, hein, il y en a quand même 7 000 par an à peu près. Bon, donc, ben, enfin, en tout cas, je ne sache pas qu'il y ait un seul acte d'opposition publique. Ouais, ça en dit long, si vous voulez. Ouais. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'absence totale de réaction, de résistance face à la répression, face à l'immoralité ambiante, face à la destruction de tout. Regardez, quand on voit même, effectivement, quand on voit les enfants, finalement, qui changent de sexe, il y en a de plus en plus maintenant, enfin, qui se mutilent, finalement, et que les parents ne disent rien face à ça, et même parfois participent activement. Je veux dire, c'est absolument effrayant. C'est qu'ils n'ont aucun principe directeur. Ils sont incapables de défendre même leurs propres enfants, hein, la chair de leur chair, leur sang. Enfin, je veux dire, ce qu'ils sont censés avoir de plus cher au monde. Vous vous rendez compte où on en est, je veux dire. On n'est même plus capable de défendre ses enfants de ces horreurs, quoi, je veux dire. Parce qu'on a plus peur d'être considéré comme transphobe, homophobe, et éventuellement de risquer des problèmes judiciaires, des problèmes avec l'éducation nationale, des problèmes éventuellement avec son entourage. Voilà où on en est, je veux dire. C'est quand même, il faut quand même mesurer à quel degré d'avachissement et d'avilissement on est arrivé, quoi, je veux dire. Et à mon avis, ça n'est qu'un début. Hein. Et donc là, l'euthanasie, qui finalement, il y a les vieilles, on s'en prend la vie au début de la chaîne, hein, les bébés avortés d'un côté, les vieilles euthanasiés. Bon, bah, c'est évidemment l'horreur absolue. Hein, c'est Satan qui donne le bal, et on va présenter ça, comme on avait dit, l'interruption volontaire de grossesse, l'interruption volontaire de vieillesse, enfin bon, mourir dans la dignité, etc. Voilà. Alors que c'est l'horreur absolue, la piqûre létale. Et il faut savoir qu'au Québec, maintenant, il y a tout un marché de l'euthanasie. Donc, on a des packs, par exemple, avec des prix jugés intéressants. Et par exemple, la famille, finalement, on leur offre, pendant qu'on euthanasie leur grand-mère ou leur mère et tout ça, on leur offre des viennoiseries, des madeleines, tout ça. Il y a une musique douce. J'ai lu des articles là-dessus, hein, des viennoiseries. Donc, je sais pas, pour quelques centaines d'euros, on a une viennoiserie, un café, quelques images de la grand-mère qui passe, quelques photos d'un album photo, etc. Pendant qu'on l'euthanasie, quoi. Je veux dire, avec de la musique, etc. Voilà, pour quelques centaines d'euros et quelques viennoiseries. Un petit cocktail. Voilà. Vous vous rendez compte, je veux dire, voilà, on en est, je veux dire. Mais ça va venir en France, hein, je veux dire, ce sera ça. Et après, il y a des prix concurrentiels, etc. Voilà où on en est. Hein, voilà. Et donc, c'est certain que ça va se développer très vite. Et évidemment, au départ, on dit toujours, c'est que pour les personnes ayant des maladies incurables, les grandes souffrances, tout ça. Et puis après, je veux dire, c'est les gens qui ont des souffrances psychologiques, et puis c'est n'importe qui finalement. Une petite dépression, un chagrin amoureux, une perte d'emploi, une petite difficulté passagère dans la vie, et c'est fini, quoi, je veux dire. Voilà, donc ça va être dramatique. Quoi, et ensuite, le spectacle de la crémation, machin. Ah oui, non, c'est ça. D'habitude, on brûle ce dont on veut se débarrasser. Oui, non, mais il faut bien avoir conscience qu'on vit l'horreur, quoi, je dirais, ça va être de pire en pire. Et je ne dis pas ça pour désespérer les gens, parce que je pense qu'il faut garder la foi, il faut garder un esprit combatif, il faut garder l'espérance, il faut défendre invariablement le bien, le beau, le vrai. Mais enfin, il faut avoir conscience. C'est juste que la société, elle, en suivant ses lois, de toute façon, ne va faire que s'engouffrer. De toute façon, à partir du moment, si vous voulez bien comprendre que l'athéisme de masse, il y a des conséquences qui sont considérables, si vous voulez. C'est qu'à partir du moment où on enlève Dieu des institutions, de la conscience des gens, des familles, des métiers, des paroisses, de tout, il est évident qu'à partir du moment où il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien qui tient debout, il n'y a plus rien de solide. Finalement, c'est plus si on a une femme, il n'y a plus de race, il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'identité, tout est mouvant, toutes les formes politiques, toutes les formes solides, géologiques de la vie politique, sont mises en cause finalement, vous voyez, sont ébranlées finalement, c'est sans limite finalement. Donc finalement maintenant, on ne sait plus finalement, enfin je veux dire, ce qu'est un garçon, ce qu'est une fille, ce qu'est un blanc, ce qu'est un noir, on peut changer en permanence de genre, d'orientation sexuelle, de race, on dit qu'il n'y a pas de race sauf pour les chiens, sauf pour les animaux, etc. Si vous voulez, bien comprendre que la révolution arc-en-ciel, la révolution mondialiste, cosmopolite, c'est une révolution qui nie le réel. Hein. C'est un déni du réel, et c'est une offense, une gravité inouïe, et sans doute sans précédent dans l'histoire, contre le créateur et la création. C'est proprement satanique, c'est proprement Satan qui mène le bal. Ouais, parce qu'au final, on ne respecte plus Dieu, mais même plus même pas la nature, même pas l'homme aussi. Même pas la création, c'est-à-dire que c'est une civilisation. Et d'ailleurs, l'antispécisme, dans le même sens, on a au même niveau les animaux, les hommes, tout ça, etc. Oui, c'est l'égalité avec les bêtes. C'est la folie, voilà. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une civilisation, la civilisation chrétienne, une civilisation de l'incarnation, Dieu qui se fait homme, Dieu qui a partagé notre vie, qui a été charpentier, qui a usé avec son père adoptif, Saint Joseph, qui a usé la varlope et le rabot, qui a connu la faim, a connu le froid, a vécu pendant plus de 30 ans sur les terres de Palestine,
Palestine, etc. Bon, voilà, il est venu nous chercher, etc. Bon, voilà. Eh bien, cette vie simple, humble et tout ça, il supporte pas ça, je veux dire, Satan, etc. Voilà. Et donc, le Verbe qui se fait chair, l'incarnation du Verbe, etc. Là, c'est le contraire, on est dans une contre-incarnation, c'est-à-dire qu'on est dans une désincarnation. Et donc, tout ce qui est concret, tout ce qui est sensible, tout ce qui est issu de la création, eh bien, doit être mis en cause, en quelque sorte. Et notamment, la plus belle créature de la création qui est l'homme. Voilà. Et donc, l'homme, donc, il y a le transhumanisme, il y a le, voilà, l'homosexualisme, le transsexualisme, etc. Voilà, l'homme-machine, etc. Et c'est quelque chose d'effrayant. Et on n'a encore rien vu. Ils veulent maintenant créer des utérus artificiels. Donc le clonage, etc. On va vers des choses qui vont être horribles. Et c'est la raison pour laquelle pour résister à cela. Et d'ailleurs, on comprend mieux l'Écriture sainte quand il dit que si les jours, lorsqu'il est dans l'Évangile, que si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus se donneraient. Ce qui en dit long, ça veut dire que ça va être effrayant. Faire son purgatoire sur terre, voilà, ça va être absolument effrayant. C'est ça, la période de l'Antéchrist, c'est ça. C'est un temps de séduction qui est tel que même les élus se donneraient si les jours n'étaient pas abrégés. Donc il va falloir s'accrocher à sa foi, s'accrocher à son chapelet, s'accrocher à sa certitude religieuse, morale, parce que sinon on ne tiendra pas, on va avoir conscience de ça. Ça va secouer. Voilà. Donc, et ce n'est qu'un début. Et donc, nous allions parler aussi d'avortement par accident avec l'affaire Palmade, par exemple. Oui, sans compter, j'y viens, sans compter que maintenant, ils veulent... vous savez, la Russie et la Chine ont déjà introduit la monnaie numérique, et cette affaire-là est très importante, on en parle en riverole avec l'ami Rochette, parce que il faut bien comprendre que la monnaie numérique a vocation à supprimer le cash, dans un premier temps, le liquide, et après même les chéquiers et les cartes bleues. C'est-à-dire qu'ils vont le faire par étapes. Tout est centralisé. C'est-à-dire que quand tout sera centralisé, c'est-à-dire que les dissidents, eh bien, ils pourront rien avoir du tout. Si on s'oppose à l'état profond, eh bien, on pourra très bien être condamné à mourir de faim. Le moindre achat arrive dans une base de données. C'est forcément ce qui va arriver. Donc là, la Chine et la Russie ont commencé, etc., avec la monnaie numérique. Alors évidemment, au départ, ça n'est pas exclusif. On garde un peu le cash, on garde un peu, mais à l'échelle de 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est évident qu'ils vont y aller progressivement pour que ça passe. Et il n'y aura plus que cette solution-là à terme. Et donc là, on en revient un petit peu à la bête de l'apocalypse, etc., où on ne pourra pas acheter et vendre sans la marque. Bon, c'est un peu ça, je dirais, la monnaie numérique. Et je pense qu'ils arriveront à ça. Et ça pourrait être contrôlé. Avec le pass sanitaire, on a vu que... On a déjà vu ça. Donc ça pourrait être contrôlé totalement. Et là, si vous voulez, on ne pourra plus, à part éventuellement avec le troc, mais c'est pas facile. Éventuellement, si on a de l'or, des louis d'or, tout ça, mais encore faut-il en avoir, encore faut-il que d'autres les acceptent, que si on a des louis d'or, on ne vienne pas nous les prendre violemment chez soi et nous tuer pour les avoir. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et le troc, c'est pas si simple que ça. Mais je veux dire, en dehors du troc et éventuellement d'un peu d'or, avec tous les risques que ça comporte, c'est la misère, c'est la fin, c'est évident pour des dissidents. Il faut en avoir conscience. Et je pense qu'ils sont capables d'aller jusque-là. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec le pass sanitaire, ce qu'ils ont fait quand même, on ne pouvait pas aller dans des restaurants, on ne pouvait pas aller dans des lieux publics sans ce pass, c'est évident que c'est une étape très claire vers tout ça. À mon avis, c'est un ballon d'essai en quelque sorte. Ils en parlent pour la rentrée d'ailleurs. Et quand on pense quand même, quand on y réfléchit, et d'ailleurs je dois dire qu'on n'a pas mesuré suffisamment à l'époque, etc., à quel point cette histoire de Covid, ça a été dramatique parce que les gens sont devenus encore plus des moutons qu'ils étaient. Bon, la majorité des gens a toujours été moutonnières. Vous prenez une organisation quelle qu'elle soit, 90% des gens finalement ne bronchent pas. Regardez Vatican II. La plupart des prêtres et des évêques qui disaient la messe traditionnelle, qui était à la fois valide et licite, ont changé, et il n'y a même pas un prêtre diocèse en moyenne qui restait fidèle à la messe traditionnelle, je veux dire, voilà. Donc c'est quand même révélateur. Et pourtant ils avaient la bonne messe, il y a une organisation valide et licite, bon, je veux dire, voilà. Et regardez même maintenant dans la galaxie traditionnaliste, quels sont ceux qui résistent, or sur leurs organisations se rallient à la Rome apostate, ou brûlent de se rallier, etc. Une poignée, quoi, je veux dire, moins de 5%. Tant des prêtres que des fidèles. Donc, et on pourrait multiplier les exemples, mais c'est vrai dans une classe, c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai partout. 90-95% des gens, parfois même davantage, ne disent rien. Voilà, c'est clair, c'est comme ça. Mais ça a toujours été ça. Et je dirais que c'est encore aggravé aujourd'hui par le confort moderne, par le poids des masses médias, du conformisme, etc. Bon. Mais il est évident que l'affaire du Covid, me semble-t-il, a aggravé ce côté grégaire des gens et cette capacité, alors qu'on était un peuple qui était quand même censé, surtout le peuple français, être un peu rebelle, être un petit peu turbulent en quelque sorte, etc. On l'a vu encore un petit peu avec les Gilets jaunes, mais j'ai l'impression que la répression très, très violente, fulgurante entre les Gilets jaunes d'une part, a cassé ce mouvement, et d'autre part, j'ai l'impression qu'avec le Covid, là, ils ont réussi à tuer, alors j'espère pas définitivement, mais enfin, on peut encore avoir quelques doutes, pardon, toute velléité de résistance populaire. Alors on verra, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas c'est quand même très inquiétant. Pardon. Donc je profite pour lancer le troisième sujet, la submersion, avec la venue de Bergoglio à Marseille, entre autres, et également même de Charles III à Paris.
Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet épisode immigrationniste et écologiste? Eh bien, Bergoglio est un agent actif à la fois de la submersion et de la subversion, c'est-à-dire de l'agression extérieure par des migrations massives, et d'autre part, la subversion par son soutien au lobby LGBT finalement, hein, puisque vous savez qu'il a multiplié des déclarations savamment préparées, savamment calculées, comme qui suis-je pour juger des gays. À maintes reprises, il a reçu des groupes LGBTistes, ouvertement LGBTistes au Vatican, se faisant photographier complaisamment avec eux, ça c'est bon. Il a, on le voit donner la main il y a quelques années à un prêtre ouvertement homosexuel et homosexualiste, favorable au mariage pour les, non seulement au mariage pour les prêtres, mais au mariage homosexuel, y compris pour les prêtres. Hein, voilà. Il avait dit il y a quelques années, évoquant les mères catholiques, les mères familles nombreuses, qu'il ne fallait pas qu'elles se reproduisent comme des lapins. Hein, voilà, c'est quand même assez intéressant, enfin frappant quand même, voilà. Il a dénoncé le nationalisme. Il a dénoncé le nationalisme. Alors là, à Marseille, il a fait fort, il est venu que pour ça. En fait, il est venu pour dire finalement, laissez-vous envahir, laissez-vous submerger, au lieu de... Même devant Macron qui était de passage aussi. Voilà, tout à fait. Au lieu de dire que finalement, ce qui est le bon sens même, que ce qu'il faudrait, c'est essayer de développer l'Afrique, de développer les pays par des projets commerciaux, industriels, artisanaux, concrets, hein, qui permettent à ces peuples de se fixer chez eux, dans le pays de leurs ancêtres, là où ils sont nés, etc., et d'essayer d'avoir des conditions de vie, de logement et de travail décentes. Voilà, hein, au lieu d'offrir à ça, ce qui est la très de bon sens. Non, on leur dit non, hein, partez à la nage. Non, on dit au contraire, au lieu de dénoncer les passeurs, etc., qui se régissent là-dessus, qui font de la traite humaine, quoi, finalement, là, rien du tout là-dessus. Non, c'est... et d'ailleurs, il ne le dit qu'à l'Europe, hein. Il ne dit pas à la Chine, à l'Inde ou à la Russie, ou d'accueillir, c'est uniquement l'Europe, hein, voilà, l'Europe de l'Ouest essentiellement. Je veux dire, accueillir, donc sans aucune limite, sans contrepartie, et de manière massive, de manière durable, ces immigrés que dit-il, il ne faut même pas assimiler. Hein. Il dit l'assimilation c'est mauvais, l'intégration, donc c'est-à-dire la juxtaposition, quelque sorte de communauté. Un agrégat de voilà, groupe, voilà, exactement, sans aucune homogénéité, sans aucune cohérence, sans aucune union entre elles. Bon, et d'autre part, il a condamné explicitement le nationalisme, en tant que tel. Le nationalisme, en le jugeant, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, je crois, archaïque et belliqueux, voilà. Il a dit archaïque et belliqueux. Nationalisme archaïque et belliqueux, alors que le nationalisme tel qu'on le connaît en Europe, c'est un nationalisme simplement de défense et de sauvegarde d'une identité qui est en train d'être submergée par le grand remplacement, par le mondialisme, etc. C'est simplement un nationalisme de défense, simplement, de réaction, en quelque sorte. Légitime, c'est-à-dire c'est un peuple qui est en train de mourir et qui dit stop, ça fait mal, quoi, je veux dire. C'est que ça finalement, je veux dire. Voilà, bon. Mais ça c'est pas acceptable par Bergoglio, qui dit faut vous laisser envahir, vous laisser submerger, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre solution, telle est la fraternité. Et même l'assimilation c'est mauvais, le nationalisme c'est mauvais, voilà. Et il y a sans aucune limite, sans aucune condition, sans aucune réserve. C'est hallucinant, moi j'ai lu tout le discours, c'est hallucinant, ouais. Et donc on voit très bien qu'il est l'agent subversif et actif de la révolution arc-en-ciel, du mondialisme, du globalisme, du cosmopolitisme, et que faut bien comprendre rien que... Rien ne différencie de George Soros, de Macron... Mais non, mais c'est pour ça, c'est ça qui est dramatique sur l'institution présente, c'est que depuis Vatican II, depuis Jean 23 et Vatican II, les occupants illégitimes du siège de Pierre, les intrus du Vatican, les usurpateurs, il faut les appeler par leur nom, eh bien, détruisent tout et participent activement à cette destruction de la civilisation, de la religion, de la société. Alors, dans du religieux, avec toutes les révolutions et dérives doctrinales, liturgiques, disciplinaires, pastorales, etc. Et en épousant les codes républicains, d'ailleurs. Tout à fait, mais également les dérives politiques, quoi, avec l'apologie du féminisme, du laïcisme, de l'immigrationnisme, etc. Et maintenant de l'homosexualisme, maintenant du LGBTisme. Voilà. Donc rien à attendre de ces dignitaires religieux et même des chefs d'État avec Charles III. Non, on va y venir, ouais. Il n'y a rien à en attendre. Et, parce que si tous les baptisés catholiques s'opposaient fermement au mondialisme, au globalisme, ce serait quand même une résistance considérable face au mondialisme. Hein. Ce serait quand même des millions de gens quand même, à travers le monde. Et oui, le fait d'avoir empêché Bilal Hassani de tenir concert dans une église, voilà. Comme ça, sont des petites actions. Or aujourd'hui, c'est le contraire. On a affaire à des dignitaires religieux qui, au contraire, au lieu
de défendre la foi catholique et les bonnes mœurs font le contraire finalement, hein, et donc participent à la destruction de la foi et de pays de tradition et de religion chrétienne. Voilà, ça c'est un fait objectif que tout le monde peut voir. Bon, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, bon, je vais pas revenir dessus parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il est quand même important. Ça pose toute la question effectivement de la question de l'autorité, de la légitimité de ces pseudo-pontifes conciliaires, quoi, depuis 65 ans, qui est une question un peu taboue, même hélas dans beaucoup de milieux traditionnalistes, mais qui est une question pourtant centrale, parce qu'on a beau essayer de la contourner, de l'évacuer, de cacher le problème, il est flagrant le problème, hein. Et je dirais que plus on avance, plus il est évident, hein, je veux dire. Donc il y a un moment donné, ça confine au péché contre l'esprit, non seulement de ne pas se poser la question, de refuser de la poser, et même de refuser de donner la réponse, quoi, hein, je veux dire, voilà, qui est quand même évidente. Bon, voilà. Enfin bon, ça c'est quand même une autre question, enfin elle est quand même essentielle. Bon. Et donc, faut bien avoir conscience, donc, voilà, on veut parler de Charles III, Charles III c'est pareil, il n'a parlé que de défense de l'urgence, de défendre la planète, le climat, etc. Ça se demandait à la limite à un moment donné s'il n'allait pas parler du tri sélectif des ordures ménagères, quoi, je veux dire, voilà. Hein. Non mais je veux dire, on est compte le niveau des allocutions et des préoccupations des chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui, quoi, je veux dire. Hein, hein. Et alors on a affaire à des monarques ou à des pseudo-prélats qui, en quelque manière, au lieu de défendre la foi, la nation, la famille traditionnelle, la morale naturelle, les constituants de la nation, de la civilisation, bon, finalement, eh bien, sont tout à fait au service, et sont les serviteurs zélés de la destruction de notre pays, de notre civilisation. Donc il y a de l'imagerie traditionnelle qui ne sert strictement à rien. Alors, sur le fond. Il y a des apparences, il y a une soutane blanche d'un côté, il y a un monarque bien vêtu de l'autre, finalement, mais c'est pire parce que finalement, ils se servent de ces oripeaux pour nous détruire, et nous subvertir. C'est dramatique, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il n'y a plus aucune résistance aujourd'hui, voilà. Et même par exemple sur le politique, même sur un plan politique, on disait des résistances, même si c'était imparfait, mais un petit peu quand même à l'époque du Front National, Jean-Marie Le Pen, tout ça. Maintenant c'est fini, quoi. Je veux dire, ils sont LGBT, 30%, je crois, au minimum des députés RN sont homosexuels. Bon bah, ils vont toujours dans le sens du vent, etc. Non mais c'est effrayant. Bon voilà. Donc si vous voulez, il n'y a plus de résistance. Hein, voilà. Donc, et ça s'est quand même fait très vite quand on y réfléchit. Parce que moi je me rappelle lorsque, dans mon enfance et ma jeunesse, encore, notamment dans les années 80 et encore un peu les années 90, il y avait quand même une résistance. On allait au BBR, dans certains discours de Le Pen, quand même, il y avait des choses intéressantes, il y avait quand même une certaine résistance. Quand il y avait encore quelque chose, on sentait encore, si vous voulez, une France française. Peut-être sans doute ces derniers lambeaux, ces derniers restes. Avec le recul, ça paraît évident. Mais enfin, il y avait encore ça. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Je veux dire, il y a même c'est fini. Ça, depuis les années 2000, 2010, avec la montée en puissance médiatique et en interne de Marine Le Pen, hein, et de son entourage, c'est fini, quoi, je veux dire. Hein. Moi, je l'ai vécu très douloureusement à l'époque, je l'ai vu dès le départ, parce que c'était quand même flagrant, on me l'a assez reproché, et j'ai dit, elle va tout liquider, elle va tout détruire, c'est exactement ce qui se passe. Mais ça n'empêche pas de faire une grosse corps, puisqu'elle n'est plus du tout diabolisée, elle porte le nom de Le Pen, et elle est mise en avant par les médias, ils savent très bien qu'elle ne représente aucune menace, et que si elle arrive au pouvoir, elle ferait la même politique que Mélanie en Italie. Exactement. Mélanie qui était censée lutter contre l'immigration massive, défendre la famille, elle fait le contraire, exactement, voilà. Et donc, parce que l'invasion de Lampedusa, qui est quand même une île qui était aristocratique, etc., bah les gens pourra-t-on d'ailleurs dans quelques mois dénoncer encore ce qui se passe avec Lampedusa, puisque maintenant avec les lois qui vont faire sur le racisme, l'antisémitisme, tout ça, si on dénonce une version migratoire, hop, tout de suite au trou, hein, voilà. Hein, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous empêcher. Camus, les sujets les plus importants, les plus urgents, on ne peut plus en parler. Voilà. Ou alors il faut en parler dans le sens du système, voilà. Hein. Mais d'ailleurs, c'est le cas même au boulot, avec des collègues, on peut pas vraiment se mouiller. Vous avez tout à fait raison, c'est ce qui est dramatique. On est éjecté, en fait. Ah, c'est certain. C'est pour ça qu'on va vivre de plus en plus, si vous voulez, dans un exil, en quelque sorte. Un exil intérieur et un exil dans notre propre pays. Vous savez, parfois on me dit, est-ce qu'il faut s'exiler? Il y a des gens qui s'exilent, tout ça. Mais je dis de toute façon, l'exil, on le vit dans notre propre pays, et même parfois dans notre propre famille, dans notre propre travail et tout ça. Et sera de pire en pire. Dans tous les cas. Et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile à vivre sur le long terme, hein, d'un point de vue psychologique et mental. Hein. C'est très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle cela ne peut se faire, me semble-t-il, si on veut tenir, que par un ressourcement permanent, par de bonnes lectures, par de saines amitiés, par des contacts humains authentiques et par, me semble-t-il, une vie de prière et de méditation, quoi, je veux dire. Et la méditation, notamment des belles pages de l'histoire de France, de la vie des saints, des héros, des martyrs, des laboureurs, des soldats qui ont fait la France. Hein, voilà. C'est-à-dire essayer de dilater son cœur et d'éclairer son intelligence et d'échauffer son âme à travers de belles choses. Parce que finalement, on se complaît dans le vice, dans la laideur, aujourd'hui, dans l'inversion et dans l'abjection et dans la déjection dans tous les domaines. Donc, essayons, au milieu des abîmes, de respirer l'air des cimes.
Et donc de dilater son cœur et non pas autre chose comme certains. Voilà, c'est ça. Et donc, vous voulez près de Pierre Palmade, vous vous rendez compte que Dieudonné on va avoir un bracelet électronique, alors que Pierre Palmade, non. Pierre Palmade peut aller en boîte de nuit homosexuelle, et d'ailleurs le bébé qu'il a tué, parce que maintenant on sait que le bébé est mort, finalement il ne sera pas poursuivi pour homicide parce qu'il semblerait qu'on n'a pas pu prouver que le bébé était encore vivant au moment où la mère a accouché. Donc comme vous savez très bien que contrairement à un animal, eh bien le bébé n'est pas une entité juridique, c'est la conséquence de la loi sur l'avortement. Et il y a encore le déni du réel, c'est-à-dire qu'un enfant avec un cœur qui bat, qui a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, un cœur qui est fait pour aimer, qui ne demande qu'à aimer et être aimé, ça n'est pas un être humain. Même pas en puissance. C'est ce qu'a décidé, défini la Cour de cassation. Voilà. Donc c'est validé par les plus hautes juridictions en France et en Europe. Voilà. Donc finalement, ça n'est rien. Derrière, il y a eu des cas, par exemple. Voilà, c'est le cas là, mais c'était dans d'autres cas des bon, comme Pierre Palmade, d'autres cas, des chauffards qui ont provoqué un accident. Une femme était enceinte, elle a perdu son bébé. Aucun dommage intérêt possible, l'embryon, le fœtus, n'est pas une entité juridique pour la République. Alors que dans une société chrétienne européenne, en vrai, on devrait... Si un animal avait été tué dans la rue, il aurait pu obtenir un dommage intérêt, parce que c'est comme un être vivant. Quoi. Voilà. Si elle avait perdu des objets dans l'accident, etc., précieux ou pas, elle aurait pu être indemnisée. Par contre, son bébé qui meurt, non. Voilà. Voilà où on en est, je veux dire. Voilà ce qu'est leur République, voilà ce qu'est leur régime. Voilà. C'est un régime qui repose sur le déni du réel et sur l'abomination sans nom, dans tous les domaines. Il y a aussi un autre procès concernant le Rassemblement national, je crois qu'il remonte à 8 ans, qui est en cours. Alors, figurez-vous que Marine Le Pen, le 18 septembre sur TF1, avait dit, je cite, qu'elle était la candidate naturelle pour 2027 de son camp. Quand elle dit son camp, elle n'évoque pas son statut de tenancière de la cage aux folles. Oui, ce n'est pas un camp de concentration non plus. Non plus. Son camp, c'est le camp dit populiste, je pense. Voilà. Et donc, en l'occurrence, si elle a dit ça, c'est parce que je pense qu'elle craint un petit peu la montée en puissance de Jordan Bardella, qui est tête de liste européenne. Elle doit se dire, s'il fait un très gros score, qu'il a en tête des listes et tout ça, ça peut-être lui donne des idées. Vous savez qu'on dit que les européennes, c'est la présidentielle du pauvre, et finalement, après la prochaine élection importante, c'est la présidentielle 3 ans après. Et donc, je pense qu'elle a voulu marquer son territoire, si j'ose dire, comme un chien qui fait pipi. Elle a marqué son territoire. Mais manque de chance, si j'ose dire, à la fin de la semaine, là on était le lundi, et le vendredi, quelques jours après, eh bien, le parquet de Paris a délivré une ordonnance en disant qu'il entendait, alors évidemment c'est les juges d'instruction qui vont prendre la décision finale probablement à la fin de l'année, eh bien qu'ils allaient poursuivre 27 personnes, 27 anciens dirigeants ou dirigeants du Front National, maintenant Rassemblement National, dans le cadre de l'affaire dite des assistants parlementaires au Parlement européen de Strasbourg et de Bruxelles, pour, je cite, détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics, une infraction, un délit qui peut valoir jusqu'à 10 ans de prison ferme, 1 million d'euros d'amende, et le double d'infraction si elle dépasse 1 million d'euros, et 10 ans d'inéligibilité. Et c'est ça qui est le plus frappant, 10 ans d'inéligibilité. Alors, il faut savoir que cette affaire date effectivement de 8 ans, de mars 2015. C'était donc l'eurodéputé socialiste allemand Schulz, qui est très hostile à la droite nationale et aux populistes dans le monde, parce que ce sont des Allemands qui étaient très nationaux-socialistes pendant la guerre, qui sont maintenant très antinationalistes après la guerre, quoi, je veux dire, voilà, avec le même fanatisme en quelque sorte, la même détermination. Bon, voilà, sans se poser de questions dans les deux cas. Voilà. Bon, semble-t-il. Bon. Et donc, en l'occurrence, eh bien, donc voilà, il avait porté plainte auprès du Parlement européen parce que donc il avait remarqué qu'un certain nombre d'assistants parlementaires du Front National à l'époque, parce que je crois que les faits remontent à 2004 et jusqu'en 2016, eh bien, en l'occurrence, ces assistants étaient payés par le Parlement européen, mais qu'en réalité, ils ne travaillaient à Paris en général, enfin, dans la province européenne, que pour le Front National, au siège du Front National. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pour un parti politique alors qu'ils étaient payés pour le Parlement européen. Voilà. Ils ne travaillaient pas, au service du député européen du Front National à Bruxelles et à Strasbourg, mais ils travaillaient carrément pour le parti. Bien. Voilà. En tout cas, c'est ce qui est reproché. Bon.
Et donc, cette affaire a duré. C'est ce qu'on a reproché un petit peu à Bayrou également pour le Modem, aussi un peu à Mélenchon pour la France Insoumise. Bon, sauf qu'il semblerait que dans le cas du Front National, soit vraiment un système qui a été mis en place et qu'ils aient fait ça de manière industrielle et de manière assez ostentatoire et assez imprudente, puisque notamment les inspecteurs de police, les enquêteurs, ont retrouvé notamment un tweet de Valéran de Saint-Just, hein, qui n'est pas, on peut se dire, un Himalaya en termes d'intelligence, bon, etc. Et qui donc, dans un tweet, à Marine Le Pen, avait dit qu'on allait servir du Parlement européen pour en quelque sorte pouvoir faire de l'argent, parce que le Front National, à une époque, est dans une situation difficile sur le plan financier. Et donc, voilà, donc, si vous voulez, ils ont un certain nombre d'éléments de preuve, tout ça, etc. Et donc, cette affaire, contrairement à l'affaire des kits de campagne, elle me paraît beaucoup plus dangereuse cette fois-ci, parce que dans l'affaire des kits de campagne, Marine Le Pen n'était pas mise en examen, là elle l'est, et là il y a sa signature, elle est en première ligne, et donc il y a un risque d'inéligibilité. Il faut savoir que les juges, s'ils ne sont pas forcément indépendants des lobbies, des idéologies, ils aiment bien marquer leur indépendance, en revanche, vis-à-vis des politiciens. Rappelez-vous Sarkozy, ils l'ont quand même condamné à la prison ferme, certes avec le presse électronique, ils l'ont humilié dans des gardes à vue, donc maintenant, même l'ancien président de la République, ça ne dérange pas finalement de les condamner assez fortement, ce qu'ils n'auraient pas osé faire il y a encore quelques années. C'est là qu'on voit que les mentalités ont changé. De surcroît, Marine Le Pen, comme d'ailleurs Sarkozy, avait attaqué les juges, avait attaqué les enquêteurs, les policiers menant l'enquête et tout ça, ils ont de la mémoire en général, hein. Ils sont assez corporatistes. Donc je ne suis pas sûr que ça finira bien pour elle. Bon, certes, ils la mettront en prison, ça j'y crois pas, mais il peut y avoir une prison ferme avec bracelet électronique, il peut y avoir une peine d'éligibilité, une très forte amende. Alors évidemment, sa chance c'est que la justice est lente, je pense pas qu'il y aura un procès en première instance avant 2005, c'est quand même un procès qui va durer... 2025, pardon, c'est un procès qui va durer, il y a quand même 27 prévenus, bon, ça va durer plusieurs mois, le temps soit rendu, donc on peut penser que la procès d'appel sera revenue en 2027, et un tué pro en question en 2028, la présidentielle en 2027, donc théoriquement elle devrait pouvoir se présenter, sauf accélération de la justice, peu probable, bon, elle devrait pouvoir se présenter, mais imaginez qu'elle arrive en 2027 avec une condamnation en première instance, ou éventuellement un appel, avec une peine de prison ferme, avec bracelet électronique, une peine d'inéligibilité de 10 ans, des amendes de dommages et intérêts considérables à payer, et alors même si c'est suspensif parce qu'il y a un pro en cassation, ça l'affaiblit quand même politiquement. Bon, bien sûr, le gros des troupes continuera à voter pour elle, mais malgré tout, ses adversaires, ses concurrents pourront dire finalement, elle veut aller à l'Élysée, est-ce que s'il ne va pas à l'Élysée, c'est la case prison, quoi, etc. Donc, et ça peut quand même faire mal. Surtout si, pour passer la barre des 50%, hein, au deuxième tour, c'est quand même un avantage considérable pour son concurrent, son adversaire, quel qu'il soit. C'est évident, il pourra utiliser à fond dans les débats politiques cette arme, et ça peut quand même faire mal, surtout pour des gens qui sont un petit peu hésitants, qui sont un petit peu, voilà, pour les gens qui veulent absolument voter pour elle, bon, ça ne fait rien, mais pour des gens qui sont un petit peu hésitants, qui sont un petit peu changeants, etc., ça peut quand même jouer. Et sachant qu'une élection, ça peut jouer à pas grand-chose, donc je pense quand même que cette affaire, évidemment, elle n'est pas sans importance, et en plus, si vous voulez, ça peut créer des divisions en interne. Rappelez-vous, l'inéligibilité de Le Pen avait été directement à l'origine de la scission entre Le Pen et Maigret, puisque, rappelez-vous, lorsqu'il y avait une menace d'inéligibilité, après ce qui s'était passé à Mantes-la-Jolie, où il avait apostrophé verbalement, un peu violemment, une députée socialiste, il avait été rendu inéligible, et au moins en première instance, ça avait été confirmé en appel, c'était 1 an au lieu de 2 ans, et donc il avait voulu mettre sa femme, Jeannie, vous vous rappelez à ce moment-là, hein. Et donc la Maigret est sortie du bois en disant c'est son lieutenant, c'est pas sa femme, etc. Bon, Le Pen l'a très mal pris, enfin vous savez ce qui c'est, bon, c'est toujours la PME familiale, bon, vous connaissez l'affaire, bref, le mouvement a explosé. Donc l'inéligibilité, c'est toujours quelque chose qui est de nature, c'est comme les dissolutions de mouvement, c'est quelque chose qui divise. Ouais, ça divise, voilà. Et donc, si vous voulez, en l'occurrence, ça peut être dangereux. Et si Bardella, par exemple, fait un score très très important aux européennes, que entre-temps, en 2025 ou 2026, Marine Le Pen est condamnée en première instance, éventuellement on appelle fortement, Bardella n'est pas poursuivi puisqu'il n'est pas député européen, ça peut quand même, beaucoup de gens internes peuvent se dire, c'est quand même une épée de Damoclès, c'est quand même un affaiblissement politique et moral, il faudrait peut-être mieux être Bardella. Et je vois mal Marine Le Pen, la connaissant, accepter ça facilement. Ça, ouais. Voilà. Donc ça va quand même être intéressant à observer, mais disons que tout l'historier jusqu'à présent, ça c'est le grain de sable qui peut faire dérailler la machine. Hein. Voilà, parce que ça, contrairement au kit de campagne, là à mon avis c'est quand même dangereux pour elle. Et surtout que les juges en général ils reculent pas devant ça. Je veux dire, bon, il est évident que ils ont, même Chirac a été condamné pour la prison effective de Paris, Henri Emmanuel est parti socialiste, il n'y a aucune raison que Marine Le Pen ne soit pas condamnée. Surtout que un de leurs avocats m'avait dit en privé, un des avocats du FN, m'avait dit en privé,
c'est indéfendable. Lorsqu'il avait été au Parlement européen, il dit, moi j'ai vu le dossier, j'avais un dossier où je ne pouvais pas défendre. Les faits sont accablants, quoi. Je veux dire, je crois que c'est Jean-Claude Martinez qui racontait dans les médias que il avait, quand il était député européen, comme assistante parlementaire Huguette Fatna, et il disait Huguette Fatna, qui est antillaise, bon, on la voyait jamais, elle servait de nounou pour les enfants de Marine, quoi. Voilà. Il l'a dit à la télévision, voilà. Donc, et elle a utilisé aussi Marine Le Pen, son chauffeur, en mettant assistant parlementaire, sa secrétaire, etc. Si vous voulez, ils ont fait ça de manière industrielle. Et en plus, il faut quand même savoir que quand ils l'ont fait, notamment après 2011, quand ils ont vu le paquebot, il y a eu les attentats, il y a eu tout ça, il y a un moment où le Front National a été très puissant, beaucoup de dons, beaucoup d'adhésions, beaucoup d'élus, donc beaucoup de financement. Et malgré ça, ils ont réussi à avoir plus d'1 million d'euros de dettes. Pourquoi? Parce qu'ils embauchaient trop le rigot, des salaires considérables, les frais de bouche, les voyages, le champagne matin, midi et soir, etc. Voilà. Donc, ce qui me choque dans cette affaire, il y a des choses plus graves. Les gens, ça les choque moins que les costumes de Fillon, parce que le Parlement européen c'est lointain, donc ils ne voient pas le problème. Mais ce qui est choquant dans cette affaire, si vous voulez, outre qu'ils ont fait ça vraiment comme des, ils ont fait ça de manière industrielle, ils s'y ont pris vraiment comme des gens de manière grossière, quoi, je veux dire, etc. Voilà, donc déjà il y a un manque d'intelligence et de finesse, premièrement, bon, voilà. Mais en plus, si vous voulez, ce qui est choquant, c'est que si encore on a utilisé cet argent au service de la cause, au service de l'idéal, de manière militante, etc., pour des affiches, pour des convictions, pour diffuser des idées, etc., on pourrait dire, bon, ils ont peut-être été imprudents, mais au moins, quand même, c'est pour une cause qui est noble. Mais là, en l'occurrence, pas du tout, je veux dire. En plus, c'est uniquement pour nourrir les petits copains en champagne, et soi-même, déjà, au champagne midi et soir, au caviar, etc. Voilà, c'est ça, en fait, hein, je veux dire. Il faut en avoir conscience. Il y a aucune volonté de reconquête. Vous vous rendez compte quand même que, je crois qu'ils ont quand même remboursé l'emprunt russe, mais je crois qu'ils ont encore 1 million d'euros de dettes, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant, je veux dire, bon. Alors qu'ils avaient un siège dont ils étaient propriétaires au paquebot, j'ai vu, moi, parce qu'on voit sur la Commission nationale des comptes de campagne, ils déposent les comptes chaque année, je veux dire, il y avait quand même des millions d'euros de dons par les adhésions, par les indemnités que les élus reversent chaque mois, Parlement européen, Parlement, Conseil régional, etc. Plus de financement public, puisqu'ils bénéficient d'un financement public. Aujourd'hui, ils ont 10 millions d'euros de financement public par an, mais ils ont toujours eu au moins 4-5 millions minimum de financement public par an. Hein. Donc plus les adhésions, plus les dons, plus le reversement des élus, c'est hallucinant qu'ils aient réussi à avoir, je crois qu'ils ont eu à demander jusqu'à plus de 24 millions d'euros de dettes, hein, et des millions de déficits annuels, c'est hallucinant. Où passe l'argent? Mais parce que c'était le grand train. De toute façon, vous savez, les socialistes, quand ils sont arrivés en 80, ils ont vidé les caisses. Hein, et ça, je suis convaincu que si Marine Le Pen et ses petits copains arrivaient, ils achèveraient de vider les caisses également. Je veux dire, ils se goinfreraient d'une manière. Je veux dire, il faut avoir aucune illusion là-dessus. La façon dont elle s'est comportée vis-à-vis du mouvement, au niveau de l'État, ce sera la puissance 100. Je veux dire, ça, je suis prêt à prendre tous les paris que vous voulez. Je veux dire, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, oui, ça donne une idée de comment ils gèreraient le pays. Voilà. Donc moi, si vous voulez, je ne défends pas là-dessus, ce que je trouve indéfendable. Qu'après, si vous voulez, le système s'en sert forcément. Je veux dire, bon, on sait très bien que c'est le sac de frappe de Macron. Les affaires politiques, financières, Al Capone, ils l'ont eu près des contrôles fiscal, on sait très bien que c'est une arme. Bon, je veux dire, ils l'ont utilisé beaucoup contre Dieudonné, tout ça. C'est une arme, c'est un classique. Mais si vous voulez, malgré tout, les faits sont là. Et surtout, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que c'est dans le cadre d'une gabegie, si vous voulez, d'une gestion absolument hallucinante, et non pas au service de l'idéal, au service des convictions, pour diffuser des idées, mais pour simplement, finalement, faire vivre sur un grand pied des petits copains, etc. Je veux dire, on pensait qu'à s'amuser à faire la fête et tout ça. Du RN, oui, on les appelait les clubbers, d'ailleurs. Oui, le clan de Marine Le Pen, ça n'est pas un hasard. Donc, si vous voulez, quand les gens la voient comme la nouvelle Jeanne d'Arc, qu'elle va sauver la France, c'est grotesque, quoi, je veux dire. Bon, on peut pas interdire aux gens de rêver. Mais il y en a, ils le font pour Marion Maréchal. Oui, mais enfin, il faut quand même. Il y a des Jeanne d'Arc partout. Oui. D'accueillir un visage blond. J'allais omettre le procès Pétain aussi vis-à-vis d'Éric Zemmour. Oui, alors Éric Zemmour, qui avait donc relaxé en première instance et en appel pour ses propos sur le maréchal Pétain tenus sur CNews en 2019, eh bien, je m'en doutais d'ailleurs. Ça, je m'étais dit, même si il a pu gagner en première instance et en appel, il passera pas à la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation, c'est toujours le plus soumis. C'est ça qui casse. Vous avez parfois de bonnes nouvelles, c'est rare, de bonnes décisions en première instance ou en appel, mais ça arrive quelquefois. En cassation, jamais. Hein, vous en Conseil d'État, jamais. Hein, je veux dire, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Voilà, parce qu'on prend le plus soumis. Hein. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, c'est le plus soumis. Hein, je veux dire, voilà. Hein, voilà. Pour faire carrière, il faut donner un certain nombre de gages. Donc, vous pouvez être sûr que là, vous n'avez jamais de bonne surprise, en général. Bon, voilà. Donc, il est évident que la Cour de cassation a considéré que Zemmour, malgré les soutiens dont il dispose, eh bien, devait être rejugé, donc par notre cour d'appel, probablement l'année qui vient,
pour contestation de crimes contre l'humanité. Alors notez bien que lorsqu'ils ont créé la loi Guesso en 1990, il fallait une contestation non seulement publique mais explicite. C'est-à-dire que par exemple le détail de Jean-Marie Le Pen n'était pas considéré au départ comme une contestation contre l'humanité, puisque c'est simplement éventuellement une minoration. C'est élargi dans le temps. On l'a élargi dans le temps. C'est la Cour de cassation en 1998 qui a élargi ça dans le temps en disant que la contestation contre l'humanité c'était pas simplement une négation, mais ça va être une minoration, l'expression d'un doute, d'un point d'interrogation. Donc finalement, voilà, c'est très large finalement, et de plus en plus large. Bon. Et donc si vous voulez même défendre un petit peu comme l'a fait Zemmour le maréchal Pétain, c'est déjà une contestation. Après le détail, le point de détail, c'est une contestation. Voilà. Donc si vous voulez, avec ça on peut condamner tout ce qui déplaît, hein, voilà, tout ce qui n'est pas tout à fait conforme à la Vulgate. Hein. Je rappelle quand même, c'est pour vous dire comment les choses ont changé en l'espace de quelques années, qu'en 1998, la Cour européenne des droits de l'homme, je dis bien la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt, le I2 Izorni, du 23 septembre 1998, qui est donc tout juste 25 ans, avait condamné la France parce que Izorni et le I2, ancien dirigeant de l'association de défense de la mémoire du maréchal Pétain, aujourd'hui décédé, avaient été condamnés parce qu'ils avaient publié un encart dans Le Monde, ça paraît inimaginable aujourd'hui, hein, dans Le Monde daté du 13 juillet 1984, on va chercher sur les dates, 13 juillet 1984, qui faisait l'apologie du maréchal Pétain en disant oh, une photo du maréchal français, est-ce que vous pourriez oublier tout ça, il prend en projet les lecteurs et les Français. C'est le maître Jacques Izorni, c'est ça voilà, tout à fait, à adhérer à la DMP. Donc Izorni et le I2. Bien, tout à fait, maître Izorni. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que la condamnation par les juridictions françaises de ces deux personnalités était disproportionnée, une atteinte à leur liberté d'expression parce que, disait-elle, on ne peut pas condamner aussi sévèrement le maréchal Pétain 40 ans après les faits que maintenant. Chaque pays doit pouvoir dialoguer sereinement et ouvertement de son histoire, etc. C'est une source de raison, voilà. Non, mais je veux dire que bon, il peut, même si ça peut choquer, tout ça, etc., il doit y avoir un débat. Maintenant, le temps a passé, tout ça, etc. Ce qui est d'ailleurs de simple bon sens, quoi. Je veux dire. Et vous imaginez aujourd'hui ça. Bon, déjà qu'on lit ça dans Le Monde, ça paraît aujourd'hui. Oui, ça se incroyable. Même Forisson, incroyable. Mais que la Cour, oui, c'est sûr, mais c'est là qu'on voit, quand les choses ont changé. Quand je pense qu'on peut trouver à la FNAC les mémoires en défense de Forisson dans les années 80, quoi. Je veux dire, inimaginable. Ou les années révisionnistes, un maison de presse, un bureau de tabac, impensable aujourd'hui. On pouvait trouver Tribune nationaliste de Claude Cornillo, je veux dire, avec des croix celtiques, etc., des brassards rouges et tout ça, des croix gammées noires, des croix celtiques, pardon, noires, dans des bureaux de tabac, on peut les commander encore à la fin des années 80, je veux dire. Le monde a changé. Puis les vidéos 2010-2015, on pouvait tomber sur Vincent Renoir assez facilement. Encore, voilà, c'est ça. Et maintenant, là, c'est carrément... Les choses ont changé. Bon, voilà. Numériquement et physiquement. Elles ont beaucoup changé. Et puis Éric Zemmour, ses propos n'étaient pas si radicaux, de dire juste l'État à Vichy a défendu les Juifs de nationalité française voilà, contre ceux qui ne l'avaient pas. Ce qui était d'ailleurs vrai. Enfin bon, c'est attesté le truc. Mais c'est encore trop. C'est encore trop. Et même Zemmour, bien qu'il soit de la communauté, eh bien, ça n'a pas passé la cassation. Il sera jugé, probablement condamné. On verra combien. Mais si vous voulez, c'est là qu'on voit que... Et là c'est très intéressant parce que là, on n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas le résultat de progrès historiographiques qui aurait permis de manière sereine, objective, calme, patiente, d'y voir plus clair sur le maréchal Pétain, sur l'État français, sur sa politique, sur ses intentions, sur les circonstances atténuantes ou aggravantes, par rapport à ce qu'il a fait avec le poids de l'occupation militaire, de la défaite, tout ça, etc. Essayer de juger ça de manière la plus exhaustive et la plus objective possible, la plus calme possible, pas du tout. Hein. Là, c'est simplement la tyrannie d'une coterie, d'un lobby, c'est simplement un rapport de force. Bon, voilà, c'est tout. Que, il faut insulter tout le monde de collaborationniste, alors que c'était surtout Paris qui l'était. Et à Vichy, c'était bien plus mitigé. Circuler, il n'y a rien à voir. Quoi, je veux dire, voilà. C'est comme pour la Palestine. Il ne faut pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat, etc. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est l'oppression. Voilà. On est dans un régime d'oppression, de tyrannie. Moi, ça me pensait beaucoup quand même à ce qu'ont vécu les gens sous le régime communiste, où finalement, même, on faisait attention à ce qu'on disait, y compris dans la rue. Maintenant, comme vous disiez, en famille, vous ferez attention. De plus en plus, on en est là et on va en être là. Quoi, je veux dire. Comment voulez-vous que ça ne crée pas des dépressions, que ça ne crée pas des gens encore plus angoissés, mal dans leur peau, lorsque le simple bon sens, le simple goût de la vérité qui est naturel à l'homme, même plus l'amour de la vérité, le goût de la vérité, le respect du réel, je veux dire, on peut plus quoi maintenant, etc. Et voilà, on peut plus. Maintenant, finalement, ça se demandait si on peut encore dire monsieur, madame, dans sais pas. D'ailleurs, j'ai vu que même en France, et je l'ai vu aussi en Écosse et ailleurs, maintenant, de
plus en plus, il y a les toilettes hommes, les toilettes femmes, puis des toilettes non genrées en quelque sorte. Voilà. Donc après, qu'on ne s'étonne pas si après il y a des agressions sexuelles et tout ça. Je veux dire, bon voilà, parce que il y a eu des cas, je veux dire, d'hommes se faisant passer pour des femmes et qui en ont profité pour violer, voilà. Bon, sans parler du caractère inéquitable dans les compétitions sportives, de mettre des transsexuels. Enfin, on arrive à des folies et je pense qu'on n'a encore rien vu, si vous voulez, voilà. Donc, et si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'on nous criminalise nous, alors qu'on ne fait que dire ce qui était la norme il y a quelques décennies. Ce qui était la norme, ce que toutes les grandes religions, les grandes spirituelles, les grandes civilisations ont toujours dit, ont toujours pratiqué, ont toujours cru, ont toujours pensé pendant des millénaires. Tout le monde était comme nous avant 1940. Voilà, c'est-à-dire que cette révolution anthropologique, cette révolution qui atteint vraiment tout, la race, la nation, le sexe, le genre, l'histoire, le climat, tout, qui a un déni complet du réel, on nous l'impose de manière totalitaire. Et si on la refuse, si on émet même la moindre réserve, la moindre réticence, eh bien, on est tout de suite considéré, on est criminalisé, ce qu'ils appellent les crimes de haine. C'est pourquoi ils ont créé la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est-à-dire qu'en quelque manière, on a véritablement un État qui est ouvertement en combat contre son peuple. Voilà, en combat contre la famille traditionnelle, la morale naturelle, un État homosexualiste, un État LGBTiste. D'ailleurs, c'est si vrai que Macron, lorsqu'il y a la Gay Pride, il fait un communiqué officiel pour la célébrer, il a encouragé à l'Assemblée nationale du grand drapeau LGBT. C'est financé par l'État, par le département, par la région, par la ville de Paris. Bon, voilà, c'est considéré comme un des éléments essentiels de la République, une des journées essentielles, etc. Voilà où on en est, je veux dire. Bon, c'est une fête qui pourrait être un jour férié dans 20 ans. Oui, c'est pas du tout impossible. Et donc, autrefois, ça se fait en général à la fin juin à Paris. Autrefois, il y avait les feux de la Saint-Jean. Là, c'est les feux de l'enfer, finalement. Voilà. On allait en général. Un feu dans les deux cas. Ouais, c'était un feu. Le feu de la Saint-Jean, en général, ça se faisait sur les hauteurs, sur les collines, sur les montagnes. Là, c'est carrément dans les bas-fonds, dans les backrooms, c'est Belzébuth. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quand même révélateur. On exprimait sa foi, on exprimait avec des chants magnifiques pour la Saint-Jean, puisqu'en quelque sorte, c'était l'époque où les jours commençaient à diminuer, puisque Saint-Jean le Baptiste, Jean le précurseur, a dit « il faut que je diminue et que lui croisse » en parlant du Christ et tout ça. Donc, même symboliquement, c'était quand même très beau, tout ça, etc. Et là, aujourd'hui, c'est finalement le règne de l'abjection, de la déjection, de l'inversion, je veux dire, avec la Gay Pride et tout ça. Voilà où on en est, quoi, je veux dire. Donc rien à ajouter de plus sur le retour du Covid ou les européennes pour l'été prochain? Le Covid, ça recommence, etc. Alors je ne sais pas si on prend encore des mesures de restriction des libertés, mais ça repart comme en 40, si j'ose dire. Ils font la publicité pour les différents vaccins. C'est sans fin cette histoire. Donc on voit très bien quand même que on n'en sortira pas, quoi. Et qu'ils ont bien compris que c'est plus facile d'arriver à tyranniser les gens à travers des éléments où ils ont peur pour leur santé ou pour leur vie, finalement. Quand il s'agit du climat, de l'écologie, ça marche quand même moins, parce que c'est plus lointain. Mais par contre, et là on l'avait très bien vu avec le Covid, ça marche beaucoup mieux dès que les gens ont peur, finalement. Et je dois dire que j'avais été frappé de voir que finalement, de voir tous ces gens avec ce masque sur la bouche et sur le nez, et vous voyez, symboliquement, le masque qu'ils nous ont mis sur le nez, eh bien, ils nous le laissent. Non pas matériellement, peut-être, mais moralement, voilà. C'est qu'ils veulent nous laisser ce masque, c'est-à-dire nous étouffer, finalement. On n'a plus la liberté de l'esprit, la liberté de l'âme, la liberté du cœur, la liberté de défendre sa terre, son peuple, son Dieu, sa foi, ses traditions. C'est dramatique. Le cri et l'écran l'ont dit, pas de droit de cité. C'est-à-dire qu'on est ostracisé au sens du terme, pas simplement Dieudonné, mais toute publication, toute association, tout mouvement, toute personnalité nationaliste, catholique, traditionnaliste, défendant sa terre, sa nation, ses aïeux, ne voulant pas être submergé, ne voulant pas être remplacé, ne voulant pas participer à cette révolution arc-en-ciel, à cette révolution mondialiste, globaliste, anthropomorphique, qui nous détruit, qui détruit simplement. Au fond, finalement, on est traité comme les Palestiniens, de manière un peu moins brutale, mais ça commence à être de plus en plus brutal quand même. On nous vole notre terre, notre âme, notre passé, falsifié, notre avenir, finalement, notre présent, notre territoire, finalement, et notre liberté même de nous exprimer, de circuler, de manifester, d'être, d'aimer, liberté de cœur, liberté de l'esprit, liberté de l'âme. Quand on y réfléchit, c'est quelque chose quand même d'effrayant, de proprement satanique, et ce sera de pire en pire. Et donc, il faut se préparer à une persécution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une répression qui était relativement modérée, mais elle s'accroît de plus en plus, et on sent que de la répression à l'oppression, et de l'oppression à la tyrannie.
Hein. Moi, je ne me fais pas d'illusions, hein. Je lis absolument sans aucun catastrophisme, sans aucun pessimisme excessif, sans volonté d'effrayer qui que ce soit. Mais moi, je sais que mes jours sont comptés, mes jours de liberté, les jours de publication de Rivarol, je ne sais pas si c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ils sont comptés. Hein. Et je sais très bien qu'ils le veulent absolument, ils le disent tous les jours, ils veulent que je fasse de la prison ferme, ils veulent que le journal soit interdit, que je puisse rester en prison si possible toute la vie, en tout cas le plus longtemps possible. Et je pense qu'ils finiront par y arriver. Tôt, tard, j'en sais rien, à mon avis plutôt tôt que tard, mais enfin sait-on jamais, mais sauf miracle, voilà. Mais je veux dire, ça me paraît inévitable, malheureusement, mais je ne m'appartiens plus, à partir du moment où on dirige un mouvement comme, non pas un mouvement, mais une publication comme Rivarol, il me semble que, voilà, il faut aller au bout de son combat, mais il est évident que toute aventure humaine, on le sait, rencontre à un moment donné non seulement la contradiction, mais finalement emprunte le chemin de Gethsémani, finalement, du jardin des Oliviers, et on sait très bien qu'à un moment donné, il faudra passer par là, là où le maître est passé, les disciples devront y passer, il n'y a rien à faire, je veux dire, même si on n'a pas envie de boire cette coupe, hein, voilà, mais je pense qu'elle est inévitable, c'est inévitable à terme. Donc je ne sais pas combien de temps on pourra encore faire des vidéos, je ne sais pas combien de temps on pourra encore faire paraître le journal, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, un an, moins, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, on ne lâchera rien sur le fond, ni sur la forme d'ailleurs, voilà, et on gagnera à être ce que l'on est, parce que moi, je n'ai pas envie de m'affadir, finalement. Si le sel s'affadit, à quoi sert-il, dit l'Évangile? Donc il ne s'agit pas de faire des provocations inutiles, mais il ne s'agit pas non plus de baisser la garde et de baisser la tête. Hein. Je veux dire, voilà, je pense qu'il faut continuer à essayer de dire la vérité, parce que je crois qu'on s'adresse aux gens qui ont simplement l'amour de la vérité, le goût de la vérité, ceux qui refusent finalement ce monde de mensonges, d'impostures, d'inversions, et fussent-ils peu nombreux, c'est à ceux qu'on s'adresse, c'est à ceux-là, et à ceux-là seulement qu'on s'adresse. Voilà. Merci à vous. Et merci à tous, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.